at 583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547, the rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now the question, working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio down. No radio. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Ground Frequency. Donc c'est la 12e, merci d'être fidèle au poste et de nous suivre. Eh bien ce soir, comme souvent, nous avons donc Alexandre autour de la table. Bonsoir Alexandre. Eh bien bonsoir Antoine, bonsoir Vincent, merci beaucoup d'être présent ce soir pour cette 12e émission de Exactement. Ground Frequency. Je vais présenter notre invité, donc Vincent aka Stardust, que tout le monde connaît pour vidéaste, histoire aéro et spatiale. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah de rien, c'est un plaisir. Et tu n'es pas venu tout seul, on peut voir. Oui, vous le verrez peut-être il y a- pas à la caméra ou vous le verrez passer. Il y a peut-être un Kibo qui va se balader. Voilà. Ouais. Donc merci beaucoup d'être dans l'émission. On est très content de te recevoir et on a hâte de voir d'en apprendre plus sur ton parcours et tout ce qui se passe derrière le processus de création entre autres. Avec plaisir. de tes- Avec plaisir. de ce qui se passe. Je laisse reprendre là-bas. Eh ben écoute, merci Antoine. On commence tout de suite dans le vif avec la revue de presse. Tout à fait. Une petite vidéo de la semaine, c'est ça? Exactement, on a vu que le concept avait bien marché la dernière fois. Donc on recommence cette semaine. J'ai choisi cette semaine de parler des F-18 suisses qui se posaient sur l'autoroute, pas loin de Payerne, sur l'autoroute A1. Donc comme vous pouvez le voir, la vidéo juste au-dessus. C'est dans le cadre de l'exercice Alpha Uno qui a pour but en fait de prouver en cas de conflit que les Suisses sont capables de déployer des F-18, donc des avions de chasse, sur des terrains, on va dire, aménagés comme des autoroutes. Donc c'est beaucoup de logistique, mais aussi un exercice pour les pilotes. Cet exercice, il n'avait pas été... il n'a pas été reproduit depuis 1991, où c'était des F-5 qui s'étaient posés pour la dernière fois au Tessin. Alors comme on a pu le voir, voilà, les pilotes se sont posés. Fait assez marrant, c'est ils ont une étiquette qui est demandée à tous les Suisses pour rouler sur l'autoroute, et même sur les avions, ils avaient placé l'étiquette. La vignette. La Exactement. vignette. Donc voilà, les F-18 qui se sont posés, qui ont redécollé juste après. Alors ils ont fait 2 batchs, un premier le matin et un second dans l'après-midi. Tout ça a été pas mal documenté par la presse locale. Donc voilà, c'est grâce à toutes ces images. C'était assez impressionnant et puis très beau à voir, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des F-18 se poser sur de l'autoroute. Faut pas se retrouver à eux face en situation réelle. T'es en train de conduire tranquille sur l'autoroute, t'as un petit F-18 qui se ramène, ça peut peut-être surprendre. Je pense que oui. Et ben écoute, vidéo de la semaine militaire forcément, Alexandre, forcément. pour ceux qui nous suivent bien, et donc tu nous as quelques news un petit peu militaires aussi pour Totalement. cette revue de presse. Alors on commence sur une nouvelle assez triste. Le 25 mai, un Spitfire Mark IX du Battle of Britain Memory Flight, donc qui est un groupe appartenant à la Royal Air Force, qui a pour but d'entretenir la mémoire en faisant voler des machines, donc des avions de la Seconde Guerre mondiale, des Spitfire, des Hurricane, ainsi qu'un magnifique Lancaster. Donc le crash c'était un Spitfire Mark IX suite au décollage, alors probablement une panne moteur, et c'est un crash fatal qui a tué son pilote Mark Lang. Suite à ce crash, la flotte a été immobilisée au sol, et ce qui fait que malheureusement les appareils n'ont pas pu participer aux commémorations des 80 ans du débarquement allié. Donc ce qui mène un peu à ma deuxième information, deuxième nouvelle. Les 80 ans, donc on a pu voir dans le ciel sur les plusieurs jours la semaine dernière des avions de tout type, que ce soit des Spitfire, des Hellbirds, un très gros rassemblement de Hellbirds, des DC-3 et C-47, mais aussi des avions plus récents. On avait la Patrouille de France et les Red Arrows, ainsi que du
F-35, de l'Eurofighter, du Rafale, plein d'avions pour commémorer, avec des chefs d'État présents, que ce soit français, américains, allemands, canadiens, et aussi Volodymyr Zelensky, a donc permis ce rassemblement aussi de parler des événements de la guerre en Ukraine. Et donc c'était l'occasion qui m'amène à ma troisième news. Les annonces transition en plus entre les deux news. Troisième annonce d'Emmanuel Macron sur la cession de Mirage 2000-5. C'est une annonce qui intervient donc dans un échelon visé de 6 mois pour d'ici 6 mois céder ces Mirage 2000. Alors et non comme certains l'avaient annoncé depuis des mois, ce ne sont pas des Mirage 2000C, mais ce seront des Mirage 2000-5 qui partiront pour l'armée de l'air ukrainienne. C'est des avions assez récents encore en service dans l'armée de l'air et de l'espace. On en a 26 exemplaires au sein du 1 de Cigogne et du 311 Corse, donc en Afrique. Il y a encore beaucoup de questions qui planent sur cette cession. Quel sera le nombre d'avions prélevés sur les stocks français, mais comment va-t-on envoyer ces avions? Est-ce que d'autres pays qui possèdent des Mirage 2000-5 comme la Grèce, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis pourraient aussi participer au stock total? Voilà, beaucoup de questions qui restent et on suivra ça dans les prochaines semaines. On finit avec une quatrième news, une news qui est tombée très récemment, la date de sortie de Microsoft Flight Simulator 2024. Donc on n'avait pas beaucoup de nouvelles ces derniers temps. Et puis c'est vrai qu'un jeu qui s'appelle Microsoft Flight Simulator 2024, s'il ne sort en 2025, ça le fait pas trop. On sortira donc en novembre. On a eu un trailer avec beaucoup d'images, notamment l'A400M, les A10, voilà, plein de belles choses et de nouveaux graphismes assez poussé par rapport au précédent opus. Bah écoute, merci pour ces petites news du militaire, de la simulation. Et ben écoute, moi je vais enchaîner avec de l'aviation civile, avec d'abord une news assez rapide sur les cadets de l'air Air France. Et bien ça y est, comme ça, depuis quelques sessions maintenant, je crois qu'on en est à la 8e, les Air France lancent une nouvelle campagne de recrutement de pilotes. Donc voilà, si vous nous suivez, que vous avez envie de devenir pilote de ligne et finir un jour dans un cockpit, que ce soit un A320, un A320 Neo, un Boeing 737, enfin bref, n'hésitez pas à candidater. Il faut savoir que Air France recrute via cette filière des personnes qui n'ont pas d'expérience de vol et des candidats de tout âge. Donc voilà, si vous avez le métier de pilote et vous avez envie d'avoir le fameux plus beau bureau du monde, n'hésitez pas à candidater. Voilà, le processus de sélection est assez long et il faut quand même bien s'entraîner, mais une fois qu'on a passé ça, c'est 24 mois de formation pour devenir pilote de ligne. Donc voilà, petite news Air France. J'enchaîne avec une deuxième news sur le civil, avec cet article qui annonce que on aura potentiellement 5 milliards de passagers en 2024. Donc voilà, avec la hausse du trafic, on devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie. Donc le dernier record, c'était 2019 avant la pandémie, avec 4,5 milliards de passagers transportés. Donc il y a vraiment deux secteurs dans le monde qui tirent vers le haut ce nombre de passagers. C'est l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. Un chiffre assez marquant, c'est le nombre d'avions neufs commandés par la Chine. C'est plus de 20% de la demande mondiale sur les 20 prochaines années. Plus de 8000 appareils en Chine. Donc voilà, le secteur Asie-Pacifique qui est actuellement en plein boom, en plein essor au niveau du transport aérien. Donc à suivre dans les prochaines années. Et à savoir qu'il y avait l'Assemblée générale de l'IATA, donc l'Organisation internationale des compagnies aériennes, du transport aérien plutôt, soyons précis. Et voilà, donc ça, qui a révisé ses prévisions à la hausse pour les compagnies, avec un retour au niveau donc, qui dépasse les niveaux d'avant la pandémie, plutôt que ce qui était prévu ces dernières années. Petite news au niveau de Airbus, et donc de l'aviation du futur, avec entre autres les résultats des campagnes d'essais en vol menées avec un A350, qui a fonctionné avec 100% de carburant durable. L'idée, c'était de faire voler cet avion avec les SAF, donc les Sustainable Aviation Fuel, et de mesurer avec un autre avion, donc c'était je prends mes petites notes, un Falcon 20. L'idée, c'était un avion du centre aérospatial allemand. Ils avaient beaucoup de capteurs et différents instruments qui leur permettaient de mesurer les gaz d'échappement, les particules d'aérosol, que ce soit volatiles ou non volatiles, et les particules de glace en traînée de condensation. Donc il faut savoir que la pollution du transport aérien, c'est les émissions directes, donc juste le CO2 qui est brûlé dans les réacteurs,
je résume. Mais il y a aussi les trains de condensation qui viennent, qui ont une part non négligeable du bilan de l'aérien dans le réchauffement climatique. Donc c'est très important. Il y a peu d'études sur le sujet, il y a eu peu d'essais en vol. Là, ça fait partie des vraiment premières campagnes poussées qui permettent de comprendre mieux comment ça se forme et si les SAF vont avoir un effet positif là-dessus ou au contraire négatif. Et là, donc pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que le nombre de cristaux de glace aurait été réduit de 56% lors de cette campagne. Donc ça paraît assez énorme. On ne peut pas baser sur une seule campagne. Il va falloir y avoir plus de résultats les années. Mais ça donne quand même matière à la recherche dans le secteur. Un industriel qui pousse pour faire ce genre de recherche et avancer scientifiquement sur ces sujets qui sont quand même majeurs. C'est important. Donc voilà, je dois vous partager cette petite news. On passe à la suite avec une news plus du spectacle aérien avec les courses de Renault. Donc, comme vous allez pouvoir le voir sur ce petit extrait d'article, il y avait eu en 2023, alors non, j'ai plus la date, pardon, mais il y avait eu un décès lors d'un accident aérien, lors des courses aériennes de Renault, qui sont des courses mythiques qui sont organisées depuis les années 60, donc aux États-Unis, dans le Nevada. Donc suite à cet accident, la municipalité avait décidé de ne plus reconduire ces courses. C'est vraiment un show typique à l'américaine, des courses sur circuit fermé entre avions. Il y a plein de catégories, ça fait partie de l'histoire de l'aviation, ces courses, avec des passionnés qui arrivent avec des avions surboostés, différentes. Ils se battent entre eux dans les airs, c'est assez mythique. Et donc ça ne se produira plus à Renault. Il faut savoir qu'ils ont donc lancé un appel d'offres pour essayer de trouver une autre ville. Ils ont trouvé une ancienne base militaire, donc je vous annonce ce sera Roswell au Nouveau-Mexique qui accueillera la prochaine édition, donc en septembre 2025. Donc en 2024, il n'y aura pas vraiment de course de Renault, ce sera juste un show aérien, toujours à Renault, mais à partir de 2025, on pourra retrouver les petites courses de Renault sur un nouvel aéroport. Donc est-ce qu'ils garderont le nom, est-ce qu'ils vont l'appeler Roswell? À voir, mais toujours est-il que c'est quand même une page qui se tourne. Et est-ce qu'ils vont rajouter une catégorie UFO sur les courses? Parce que Roswell Air Race, ça sonne pas du tout le type d'avion qu'on a chez Renault, quoi. Tout à fait. Plutôt des trucs volantes et autres joyeusetés. Donc à voir ce qui se tramera. Et ben la prochaine news, je vais laisser Vincent en parler. C'est sur le lancement récent de Starliner qui a donc été lancé, Starliner. amarré. Ouais, le Starliner est actuellement amarré. La mission devait durer une semaine sur la Station Spatiale Internationale. Le lancement a eu lieu la semaine dernière. Je perds la notion du temps, je suis désolé. On a couvert ce lancement ensemble sur la chaîne d'ailleurs. Lancement qui s'est très bien passé, mais qui était longtemps attendu parce qu'on a eu plusieurs reports dus à des majorités problèmes sur la fusée. Et en vrai, il y a eu un peu de malhonnêteté, je préfère le dire, au niveau médiatique autour du Starliner, dans le sens où les multiples reports, c'est pas un truc qui est inhabituel, on va dire. C'est très habituel en vrai. J'avais regardé le record de report d'un lancement. C'était même pas un lancement d'essai ou inaugural ou un truc comme ça, c'était des lancements de navettes spatiales, 2 missions, qui ont le même nombre, c'est 6 reports. Genre elles sont parties à la 7e fois. Donc imaginez les astronautes, leur patience là-dessus. Là, cette fois, elle est partie au bout de la 3e fois, la 3e a été la bonne. Et ce qui est intéressant de noter d'ailleurs, petite anecdote, c'est que les astronautes sont restés en quarantaine à partir de 2 semaines avant la première tentative de lancement. Mais vu que les reports étaient assez rapprochés et les dates possiblement très proches, ils sont restés en quarantaine. Ils sont passés donc 1 mois et demi en quarantaine sans pouvoir toucher leur famille, sans pouvoir faire de câlins à quiconque. Donc c'est un peu tendu. Mais donc ils étaient très contents, on les a vus quand ils sont arrivés dans la station, ils étaient très contents de faire des câlins à leurs copains astronautes parce que vraiment ils n'en pouvaient plus. Ils avaient qu'une envie, c'était rentrer dans la station, faire des câlins et danser. Ils ont dansé, ils ont mis de la musique. Il y a eu quand même quelques problèmes sur ce lancement, on va pas se mentir, notamment des fuites d'hélium, et c'est un truc qui revient assez souvent avec le Starliner, parce qu'on avait déjà ce problème avant le lancement, on a eu ce problème juste après le lancement, on a eu ce problème pendant le voyage jusqu'à l'ISS, et on a encore ce problème depuis l'amarrage sur la station. Alors, selon les infos que j'ai trouvées, rapidement là, parce que j'ai du mal à tenir le temps en ce moment, il semblerait qu'on ait encore 70 heures d'autonomie et que le Starliner a besoin de 7 heures pour revenir sur Terre. Il y a encore un petit peu de marge. Donc il y a encore de l'autonomie, mais bon, si la fuite elle continue, l'autonomie elle va baisser quoi. Donc on va voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils décident. Mais dans tous les cas, on n'est pas dans une situation critique. Bon, ça reste un vol d'essai et il faut pas oublier que le vaisseau Starliner, contrairement à la capsule Dragon de SpaceX,
la capsule habitée Dragon de SpaceX, le Starliner, on part d'une feuille blanche. C'est son 3e vol. Alors que la Crew Dragon, la capsule de SpaceX habitée, qui fait aussi des lancements vers l'ISS, bah cette capsule, à la base, elle était basée sur un cargo qui était pressurisé. Donc il y avait déjà, on va dire, la structure et pas mal d'autres choses qui étaient déjà faites. Il fallait pas rajouter que des sièges, mais bon. Ils avaient pu faire plein de tests et ils avaient déjà beaucoup de connaissances voilà, scientifiques sur... au niveau, voilà, c'est comme si tu transformais, pour vous qui êtes dans l'aviation, un A400M Atlas en avion de ligne. Tu vois, bah, il faudrait rajouter les parties galets, il faudrait rajouter un peu de fitting à l'intérieur pour que ce soit un peu joli, et puis les accès aux rampes d'aéroport, tu vois, enfin, il faudrait peut-être bricoler des trucs. Mais en vrai, tu pars sur une base où tu sais que l'avion il vole, tu vois, déjà de base. Donc tu connais les limites de ton avion. Là, le Starliner est parti d'une page blanche. Donc forcément, ça prend plus de temps, ça coûte plus cher. Donc ils ont eu un plus gros budget. Et y a des problèmes qui se font. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. C'était Merci, passionnant. on fait même participer les invités maintenant lors des revues de presse. On exploite tout le monde. Non, merci pour ces... Voilà, tu as quand même été aux premières loges, tu as partagé tout ça et je pense que tu étais bien mieux renseigné que nous sur le sujet. Donc merci à toi. De rien. Et je vais finir sur une dernière petite news spatiale avec le télescope Hubble. Il faut savoir que donc, ça fait un bon petit moment, ça, il a été lancé en 1990. Il va être progressivement mis à la retraite. Voilà, c'est la fin du télescope Hubble. Il se trouve qu'il a perdu un des trois gyroscopes qui contrôlaient la direction vers laquelle pointe le télescope. Je suis en train de dire une bêtise. De mémoire, il en a 6. Il en a 6. Il Et en a écoute, 6, dans l'article, mais il y avait peut-être... Mais en fait, il en a besoin de 3 pour être vraiment extrêmement précis. J'ai vu 3 Et qui oui. contrôlent la direction vers laquelle il est pointé. Ouais. C'est peut-être ça. Ouais, ok. J'ai vu qu'il y a de la redondance, il y en avait Ok, 6. 6. Mais donc du coup, c'est de dire à quel point il est dans le caca là actuellement, pour être poli. Donc oui, il peut toujours continuer à observer des choses, mais ça va être beaucoup plus limité en termes de portée. Ça va être que des objets plus proches que Mars. Après, il faut savoir qu'il est vraiment complémentaire du James Webb Telescope, qui a été donc lancé beaucoup plus récemment. Il a une très bonne vision, on va dire, dans une détection dans l'infrarouge. Donc voilà, si le temps que la NASA pourra le faire durer, on aura des beaux clichés, ils vont en profiter. Mais l'idée, s'il n'ira pas au-delà de 2035, et la probabilité d'aller jusque là-bas, ce qui était marqué dans l'article, c'est 70%. Donc c'est sûr qu'avec un gyroscope, en moins, il y a quand même peu de chances que ça continue pendant de nombreuses années. Donc voilà, ce cher Hubble qui nous aura apporté de magnifiques clichés de l'espace va devoir petit à petit prendre sa retraite. Après, si je puis me permettre, il y a plein d'autres télescopes spatiaux qui sont moins puissants que Hubble et le James Webb, mais qui sont justement qui sont vraiment conçus pour observer des choses qui sont moins distantes. Donc en fait, Hubble avec un gyroscope va grosso modo servir à rien, si tu veux mon avis. Ouais. C'est un avis. C'est pour ça qu'ils vont peut-être pas non plus le maintenir coûte que coûte, même si c'est mythique, même si voilà. Non, parce qu'en plus ça coûte cher. super cher. Voilà. Ça coûte cher. Donc si d'autres peuvent prendre sa place, donc voilà, à suivre. Toujours est-il que il faudra maintenant pour les clichés très lointains et plutôt s'habituer prendre les clichés du James Webb Telescope, entre autres. C'était tout pour cette revue de presse. On va pouvoir enchaîner sur l'interview de Vincent. Prêt Alexandre? Bien Prêt sûr. Vincent? Oui. Et bien c'est parti. Écoute, Vincent, pour redonner juste une stat, la chaîne YouTube Stardust, c'est plus de 330 vidéos et 436 000 abonnés. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter notamment la chaîne YouTube Stardust brièvement? Ok. Je m'appelle Vincent, j'ai 35 ans, je vis à Annecy et j'ai un Golden Retriever. Non, mais en fait, je suis un passionné d'espace depuis tout petit. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. L'aviation, c'est venu un tout petit peu après. Et la vidéo, c'est arrivé à peu près en même temps que l'aviation. Et du coup, je me suis dit je devais avoir 27 ans. Je me suis dit, allez, let's go. Je vais lancer une chaîne. J'osais pas, j'ai attendu. Et il y a 8 ans, en 2016, j'ai créé ma chaîne YouTube. À l'époque, on n'était pas beaucoup à faire du spatial et il y avait quasiment personne en aviation. Et évidemment, vu qu'il n'y avait pas grand monde, ça a fonctionné. J'ai été pas mal aidé aussi par des gens qui pesaient déjà dans le game et qui ont parlé de ma chaîne. Et en fait, on est parti au début sur un format 2016 qui était très des vidéos courtes. Des vidéos courtes très rapides où on décrit les choses et mes scripts étaient un peu, on va dire, faits à l'arrache, entre guillemets. J'avais un boulot, j'avais pas un boulot à côté. Non, j'avais pas de boulot à côté, mais j'avais sûrement une excuse. Et en fait, ça a progressivement
mal tourné, enfin bien tourné, ou mal, ça dépend. En fait, j'ai tourné vers le documentaire, et maintenant, en fait, je fais que du format long. Que du format long sur l'aviation, sur l'espace, sur pas mal d'autres trucs d'exploration qui n'ont rien à voir, genre exploration de l'Antarctique en bateau ou en avion. Plein de petits hors-sujets, il y a du sport automobile des fois aussi. Et du coup, voilà, maintenant je fais que du format long parce que à chaque fois que je fais du format court, je suis frustré de plein de choses que j'avais envie de dire et que je veux continuer à dire. Donc, des fois, ma dernière vidéo très très longue, c'était Apollo 11, 2 heures. Je crois que c'était mon record. Ok, d'accord. Tu nous as expliqué donc le domaine plutôt aéronautique et spatial. On va revenir tout de suite sur un peu la genèse de ta passion. D'où est-ce que ça t'est venu, cette passion, et comment tu t'es rentré et t'as réussi à convier et ta passion et ton métier ensemble? La passion du spatial, je sais toujours pas d'où c'est venu. Je sais qu'à 3 ans, j'étais déjà là-dedans, et je sais pas pourquoi, comment. J'ai pas de parents qui ont travaillé ni dans l'aviation ni dans l'espace, très loin de là. Je saurais pas l'expliquer. Je pense que c'est peut-être lié à Tintin. Tu sais, Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr là-dessus. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai toujours un peu cultivé. J'ai des souvenirs très très forts de trucs autour du spatial quand j'étais jeune, notamment l'accident de Columbia en 2003. C'est un truc que j'ai toujours cultivé, et puis quand j'ai eu l'occasion, je me suis dit allez, je vais partager ça. L'aviation, c'est venu plus tard, c'est venu adolescence. C'est quand j'ai vu le film, vous en pensez ce que vous voulez, Les Chevaliers du Ciel, avec les images d'Éric Magnan, et en fait c'est les images d'Éric Magnan qui m'ont buté, quoi. Enfin voilà. Okay. Et je regarde encore des fois le film, mais juste je zappe, je regarde que les images aériennes. Ou alors je regarde le Bal des Aigles qui est sur l'édition collector, parce que t'as tout un petit condensé, et c'est ça qui m'a donné la passion de l'aviation. Et puis après, par la suite, il y a eu de la simu aérienne qui est arrivée, il y a eu Stardust, et donc sur Stardust maintenant je parle aviation aussi, et c'est trop bien, c'est des expériences de fou, c'est autant dans le spatial que dans l'aviation, c'est des rencontres géniales avec des gens géniaux, et c'est des opportunités trop cool. Je chéris ce boulot, quoi. Et du coup, c'est vraiment marrant. C'était le spatial pendant, on va dire, plus de 10 ans jusqu'à l'adolescence. Et d'un seul coup, un film, et c'est en quelque sorte découvert. Mais l'aéronautique, c'est ça. Ouais, je pense que ça me pendait au nez quand même. Ouais. Hein. Je pense que ça me pendait au nez. Il devait y avoir des petits trucs préparatifs que j'avais pas relevés comme ça. Mais de mémoire, c'est vraiment les Chevaliers du Ciel qui m'ont fracasse, quoi. Et je crois que c'était juste après les Chevaliers du Ciel où j'avais acheté la version boîte, et je l'ai encore. Ça va être un collector maintenant. Alors, vous connaissez peut-être pas, vous. Locon Modern Air Combat. Le tout premier Locon, qui était l'ancêtre de DCS. Okay. Et j'avais acheté cette boîte, et j'étais trop content. Le CD a jamais marché, donc je l'ai piraté. Et du coup, c'est là où j'ai mis mon pied aussi dans la simu aérienne, quoi. Okay. Avec DCS, et que j'ai commencé à faire des vidéos montées sur DCS. Vous savez, comme les mecs qui mettent Evanescence sur mes images de jeux vidéo. Moi, je mettais des images là-dessus. D'avions de chasse, etc. On avait un petit collectif, on faisait des trucs ensemble. Et du coup, voilà, la passion de l'aviation a commencé à arriver par là. Forcément, j'étais team Mirage 2000. Le Rafale est arrivé, enfin, le Rafale se présentait. Je disais, oh non, moi, le Mirage 2000, parce que les Chevaliers du Ciel. C'est toujours un peu le cas encore aujourd'hui. C'est quand même le meilleur avion. Je crois que ça va parler à quelqu'un, la personne qui t'en face de toi, je crois que ça lui parle beaucoup. C'est un peu. Moi, c'est Mirage 2000N, c'est mon petit chou. Et après, voilà, ça s'est étendu. Et puis, quand j'ai commencé Stardust, au début, j'étais full spatial, pareil. Et après, je me suis dit, est-ce que je parle d'aviation ? Parce que c'est un truc que je cultive pas depuis autant de temps, etc. Et après, j'ai lancé aviation. J'ai fait, on va voir si ça marche. Les gens ont kiffé, ils en demandaient plus, on a continué, et puis maintenant, c'est quasiment 50-50. Ok. C'est bon, juste pour, en tout cas, en cas personnel, moi, je t'ai d'abord découvert avec les vidéos d'aviation, parce que je suis passionné d'aviation, et je m'intéressais un petit peu au spatial, mais vraiment de très très loin, et c'est le processus inverse. C'est d'abord les vidéos d'aéronautique qui m'ont fait arriver après sur le spatial. Mais tu vois, liens, il y a des liens évidents. Enfin, oui, bien sûr. Les premiers astronautes étaient des pilotes d'essai, on en a encore. Oui. Et c'est de toute façon, on le voit ici à l'Aéroclub de France, où on se trouve actuellement, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a un esprit aéronautique et espace, il y a un lien qui est extrêmement fort, en fait. Bien sûr.
Même Donc, après, dans les teams d'ingénieurs, etc. Pas que dans les pilotes, pas que dans Ah, les mais astronautes, tout le monde. Même les entreprises, enfin, Ouais. voilà. Toutes les entreprises aéronautiques aussi ont un petit pied dans le spatial. Airbus, Boeing, Safran, Thales. Même Dassault. Dassault, Safran, Thales, ce que vous voulez, quoi. Donc, ouais. Et avant de créer ta chaîne YouTube, tu avais une expérience ou pas dans la réalisation, la production qu'est-ce que tu avais fait un peu avant? Est-ce que tu avais un parcours Juste des atypique? vidéos avec de la musique dessus. Vraiment. Et j'ai jamais suivi un seul cours d'audiovisuel. Je suis quelqu'un de très autodidacte, en fait. Je déteste tout ce qui est cours, tout ce qui est formation. Donc j'ai quitté le scolaire très tôt. Ce qui, a posteriori, n'est peut-être pas forcément une bonne idée et je ne le conseille à personne. Et en fait, je suis rentré dans la vie active. J'ai eu des boulots. J'ai été développeur web, chef de projet web. J'ai livré des pizzas, j'ai livré des ordis. J'ai fait de l'intérim où je faisais du cariste à Auchan. Enfin, il y a eu plein de trucs comme ça. Mais vraiment, la vidéo, c'était toujours un petit truc à côté, tu vois. Et à un moment, là où ça a vraiment commencé à prendre forme, c'est quand j'étais à Lyon. À l'époque, je travaillais dans les télécoms. Et il y avait un club de parachutisme. Il y est toujours, hein, c'est le club de Corba. Et je les voyais, parce que moi j'étais à Saint-Priest, donc c'est juste à côté. Et je les voyais comme ça depuis le boulot. Je voyais l'avion des parachutistes qui décollait toute la journée comme ça. Je me disais, putain, un jour j'aurais bien testé quand même. Et en fait, j'ai passé une PAC, sans faire de biplace, rien. J'ai payé une PAC, donc une formation complète, où j'ai fait 7 sauts sur cette formation. Et j'ai découvert un monde qui était fou, tu vois. Et en même temps, j'avais une petite caméra, un petit réflexe. Et je commençais à filmer un peu les gens, les moments de vie, etc. Et j'ai rajouté des interviews et j'en avais fait un film documentaire. Que maintenant j'assume un peu moins, parce que bon, les années ont passé, quand ça vieillit, c'est pas ouf. Puis il y avait zéro budget, hein, vraiment. Et c'est là que ça a commencé. J'ai fait mon premier documentaire. En fait, mon premier documentaire était un documentaire aviation, sans vraiment trop le savoir. Et après, on a évolué avec la chaîne YouTube qui est arrivée. J'ai filmé aussi des base jumpers. Aussi, j'ai été caméraman de base jumper. Donc on allait au Vercors, on allait au Brévent. Et en fait, moi, je les accompagnais jusqu'en haut. Et eux avaient la chance de sauter et descendre. Et arriver en bas et se prendre une bière le temps que moi, je prenne la voiture, que je redescende toute la route de col, etc. Donc voilà, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Mais en fait, il n'y a jamais eu de truc vraiment officiel. Si tu veux, j'ai jamais suivi de formation. J'ai jamais fait de grand festival ou je sais pas quoi. J'ai pas un parcours normal, on va dire, dans l'audiovisuel. Et c'est peut-être pour ça aussi que mes vidéos sont pas, on va dire, arte-friendly, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pas un format de documentaire que tu peux trouver à la télé. Les télés en voudraient pas et c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais, tu le fais à ton image, c'est ce que tu as envie de faire et c'est ce qui marche aussi derrière. Oui, Ça mais ce que je veux dire, montre, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas non plus la technique d'un documentariste, tu vois, avec certains formats, avec certaines cadences d'image, certains trucs, et que moi je maîtrise pas. J'en ai absolument aucune idée, tu vois. Moi, je produis, tu vois, et puis. Ça marche. Voilà. C'est l'avantage aussi d'avoir sa chaîne et de pouvoir poster ce qu'il fait. Et quand tu t'es lancé sur YouTube, tu t'es lancé à 100% en te disant c'est non, maintenant je fais que ça, ou tu y allais progressivement? Et est-ce que tu as rencontré des difficultés à ce moment-là de ta période de... La difficulté était... alors au début il y avait une grosse difficulté, c'était le stress, le trac, tout ce qui pouvait bloquer le syndrome de l'imposteur, appelez-le comme vous voulez, qui faisait que déjà PTTR t'es qui, tu vois, pour parler d'espace, PTTR t'es qui pour parler d'aviation. Et c'est pour ça que en fait la chaîne à la base je voulais la lancer en 2014 et je l'ai lancée en 2016. C'est que j'ai attendu 2 ans, j'ai eu 2 ans d'hésitation avant d'avoir un coup de pied au cul personnel qui a fait que j'ai pu la créer. Et en fait à ce moment-là j'étais au chômage, ça tombait bien, je sortais de burn-out donc j'avais besoin de nouveau, j'avais besoin de faire table rase du passé. Donc j'avais du temps. Quand tu es au chômage, tu as du temps. Quand tu as les droits pendant plusieurs mois, tu es tranquille. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais faire des vidéos en attendant. Et j'ai fait les premières vidéos de Stardust, comme ça j'étais au chômage. Ces vidéos m'ont permis d'avoir un emploi, puisque le Planétarium de Vaux-en-Velin a vu mes vidéos, et j'ai fait un tournage chez eux. Donc ils ont vu ce que je faisais, et eux cherchaient quelqu'un qui avait la culture spatiale. Parce que dans les planétariums, en général, tu as des gens spécialisés très astrophysique, astronomie, mais pas vraiment astronautique. Et ils ont une fusée Véronique, ils ont plein de trucs comme ça un peu astronautiques. Et ils ont un casque signé par Leonov, c'est des trucs de fou. Et ils avaient personne pour en parler, tu vois.
Ils cherchaient un médiateur. Et du coup, ils m'ont pris comme médiateur. Ça a duré 2 ans, de 2017 à 2019. Et donc là, du coup, j'avais les vidéos YouTube et en même temps un travail au planétarium. Donc j'avais un emploi du temps. J'étais séché, quoi. J'étais séché tout du long. Et en 2019, du coup, j'ai dit au planétarium, bah écoutez, je renouvelle pas mon contrat. Je vais me mettre à plein temps sur YouTube. C'était une décision réfléchie. J'ai pris 1 an où je savais que j'étais à peu près safe pour que ce soit mon boulot, tu vois, en termes de revenus, etc. Et en 2019, je me suis mis en portage salarial. Donc, je dépendais d'une boîte de production. J'étais en CDI comme youtubeur. C'est un truc qui était très nouveau à l'époque. Un poil moins maintenant, mais quand même un peu. Hein. Désolé, je vous fais l'histoire longue. Hein. Non, mais c'est Non, parfait, mais c'est on est passionnant, exactement, on a tout c'est- notre temps, et au contraire, moi, Ok, je ok. pense que On non, vient très bien. découvrir. Et du coup, 2019, le mois où j'ai signé ce CDI, je savais que du coup, j'allais bosser entre guillemets à la maison. Et du coup, je me suis pris mon petit Golden Retriever, donc Kibo, parce que j'avais besoin qu'on m'accompagne, parce que c'est un boulot ultra solitaire aussi, tu vois. Donc du coup, Kibo est arrivé dans ma vie, il a beaucoup contribué à la chaîne, on dirait pas, parce que c'est un chien de l'ombre de la chaîne. Mais mentalement, quand t'as un boulot solitaire, c'est ultra, ultra utile. Et du coup, de 2019 à 2023, j'ai été donc salarié de Stardust. Bizarre. Salarié de ma propre chaîne YouTube. C'est vraiment un truc que je visais pas. C'était sa question d'avant que j'ai pas répondu. C'est un truc que je visais pas du tout. Je cherchais pas du tout au début, c'était pour combler le temps, tu vois. Et là, depuis 2024, maintenant, je suis installé à Annecy. J'ai mon propre studio. En revanche, je ne suis plus salarié de Stardust. Je suis au chômage. Donc, je touche les droits de ce que j'ai cotisé quand j'étais chez Stardust. Tu vois. Donc, actuellement, je suis bénévole sur ma chaîne. Et ce qui me permet, en fait, de mettre tout l'argent des revenus, des sponsors, des dons, tout ce que vous voulez, dans la production. Parce que, en fait, qui dit format long, qui dit aller à gauche, à droite chez telle compagnie, chez tel passionné, chez tel machin pour les interviewer, dit budget. Et moi, j'ai envie de faire les choses bien, j'ai envie aussi de déléguer des choses parce que j'ai énormément de travail. Et du coup, il me faut un budget. Et du coup, en fait, voilà, actuellement, je suis bénévole sur ma chaîne et tout l'argent de la boîte va dans la prod. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, ça me plaît bien, ça me plaît bien. J'aimerais bien que ça reste comme ça. Okay. Et du coup, ça c'est intéressant parce que ça a été. Tu crées ta chaîne. C'est un bordel. Tu avais un peu de temps de création, après hop, changement parce que tu as été embauché. Donc là, tu as eu toute une période un peu double vie. Après 2019, oh non, je reste pas. Non, je mais me il fallait que je consacre fasse à un choix. temps. Bah oui, les choix. Non, mais du coup, ça s'est enchaîné et ça, t'as pas eu de période vraiment de repos et de stabilité dans la création, quoi. À chaque fois, ça te remettait en question dans tiens, je vais évoluer vers ça, etc. Donc, Et à chaque fois en flux tendu, c'est-à-dire que j'ai jamais des vidéos d'avance. Jamais. Ça a dû m'arriver peut-être 2 fois en 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant. Ça a dû m'arriver peut-être 2 fois en 8 ans. Mais je suis tout le temps en flux tendu. Là, par exemple, il y a une vidéo qui devait sortir ce mois-ci, elle sortira pas. Parce qu'elle est même pas encore écrite, si tu veux. donc voilà, on est giga à la bourre tout le temps. C'est le bordel. Et pourtant, je travaille 7 jours sur 7. Ok. Vraiment, du lundi au dimanche. Mais tu t'es pas mis la pression, il faut que le premier du mois, il y ait une vidéo qui sorte. Non, tu fais ta création. Au début, si au début, c'était vraiment. Au début, j'avais un rythme Okay. de une vidéo par semaine. Là, quand j'étais au chômage. Quand j'ai eu le boulot au planétarium, je suis passé à une vidéo toutes les 2 semaines. Okay. Quand je me suis mis en CDI, je suis resté vidéo toutes les 2 semaines. J'ai vu que ça commençait à plus tenir. 2023, j'ai dit maintenant je vais passer à vidéo toutes les 3 semaines. Maintenant, 2024. Début 2024, je me suis dit, allez, on va en faire une tous les mois. Et là, maintenant, on est plus à une tous les 2 mois. C'est de pire en pire. Parce que, en fait, la prod, elle prend de plus en plus de temps. Et parce que je veux faire toujours plus long. Et que je suis addict à ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Après, voilà, c'est ta passion et ça permet d'avoir des beaux documentaires. Et pour revenir sur une partie un peu plus technique, comment tu articules la création de tes vidéos, que ce soit de la partie de la recherche jusqu'au montage? Ça, les gens peuvent le voir sur mon Twitch. Puisque en fait, mon Twitch me sert pas spécialement à faire du stream, du vrai stream, mais à montrer ce que je fais, montrer comment je travaille. Donc en fait, sur mon Twitch, quand je fais des sessions, vous avez mes sessions d'écriture. Donc vous voyez comment je fais mes recherches, où je vais chercher mes sources,
quelles informations je retiens et celles que je retiens pas. Parce que je me dis, ça va être chiant un arrêt parce qu'on va dire trop de noms. On va mettre 40 modèles d'avions dans 3 phrases. Les gens, c'est pas intéressant pour eux, il faut quand même mettre un peu de forme. Donc là, il y a tout le processus donc, d'écriture d'abord, où on réfléchit déjà à comment on va le tourner, évidemment. Est-ce que ce sera du full voix off ? Est-ce qu'il faudra que je fasse des passages de facecam ? Donc dans ce cas-là, il faut que je fasse des phrases d'intro, des espèces de transitions. Donc c'est tout ce travail d'écriture qui prend, je dirais, la majorité du temps. J'ai pas calculé, mais c'est la majorité du temps, vraiment. Ensuite, on a la partie enregistrement, je la fais des fois sur Twitch, notamment les voix off. Ça, c'est 1 heure grand max par vidéo. 1 heure grand max. Sauf si vraiment c'est une longue vidéo ou s'il y a beaucoup de bruit dehors. Et puis, 3e étape, on a le montage, où là, ça prend pas autant de temps que l'écriture, mais une bonne partie. Je dirais du coup que l'écriture, c'est 60% du boulot, l'enregistrement 10%, et le reste, parce que je sais pas calculer, je suis nul en maths, je dirais le montage. Voilà. Et tu fais tout seul, en tout cas au début. Est-ce que délaisser un peu, essayer de déléguer tes tâches, ça vient progressivement et à terme, tu pourrais justement être dans le pôle créatif, faire les vidéos, mais vraiment essayer d'automatiser, enfin de laisser déléguer au maximum toutes les tâches possibles. Bah, tu vois, Nota Bene, par exemple, c'est un super exemple que j'aimerais bien avoir. En fait, Nota Bene, actuellement, écrit très peu ses scripts. En fait, il les remanie pour les présenter, mais il a plus le rôle de présentateur qu'autre chose. Ces scripts, c'est écrit par des historiens et le montage est fait par des monteurs. Et ça, c'est un truc que je suis totalement capable d'accepter de faire, enfin d'accepter qu'on fasse. J'ai déjà délégué de l'écriture, j'ai déjà délégué du montage, pas les deux en même temps encore, ça va arriver. Et j'adorerais le faire. Le truc, c'est que ça coûte extrêmement cher et que j'ai juste pas les moyens de déléguer à chaque fois. Pour vous donner une petite idée, parce que c'est les prix de l'audiovisuel, c'est les barèmes de l'audiovisuel, les gens sont pas forcément au courant de combien ça coûte ce genre de truc. Mais une session d'écriture, un script écrit, un petit, tout petit, c'est minimum pour 10 minutes, quoi, tu vois. C'est minimum 250-300 €, tu vois. Le montage, tu comptes du 25-30 € de l'heure si tu connais bien la personne et qu'elle te fait un prix. Et le montage, c'est des dizaines d'heures. Donc du coup, ça va vite chiffrer. Et du coup, après, il faut faire des choix. Mais j'aimerais bien. Mon rêve absolu, ce serait avoir assez de budget pour avoir une cadreuse monteuse à plein temps et de pouvoir déléguer des scripts de temps en temps. On a déjà délégué des scripts. Ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo en date, ça a été un script délégué. Ça a été Marie-Ange Sangui, rédactrice en chef de l'excellent magazine Espace et Exploration, je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit ce script et qui l'a magnifiquement bien écrit alors qu'elle n'y connaît rien à YouTube. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aimerais trop faire à temps plein. Malheureusement, pépette. Ouais. Du coup, pour le moment, tu te retrouves à tout faire, à être au four et au moulin, à la fois sur le script, et après, c'est ce qui fait que tu as des journées bien chargées. Ouais, malheureusement, ouais. Mais justement, là, j'avais une petite question sur le fait de faire d'abord le script. Moi, j'ai toujours été bluffé dans les vidéos, le nombre d'images d'archives que tu peux avoir, de vidéos, tout ce que tu arrives à retrouver pour avoir justement un fond en plus, enfin voilà, tout ce que tu peux afficher en plus de ce que tu racontes. Ça t'est jamais arrivé d'avoir un script super bien et de te dire ah ouais, mais là en fait il n'y a aucune image d'archive qui me plaît bien et je vais devoir recouper le script parce que j'ai pas assez de contenu visuel. Enfin voilà, est-ce que le faire dans ce sens-là, des fois tu t'es retrouvé bloqué En fait, en général, la recherche la recherche documentaire, comme on dit, donc la recherche d'images, d'archives, de vidéos, etc., ça arrive un peu en même temps que le moment de l'écriture. Donc c'est rarement au montage que tu as la surprise, parce que tu as déjà fait des recherches d'images, évidemment, parce que tu t'imprègnes du sujet. Donc tu regardes les archives des news de l'époque, peu importe la décennie. Ouais, j'ai eu toujours du mal avec l'aviation du début du siècle, enfin du XXe siècle. Ok. Début du 20e, pour 2 raisons. Soit il y a quasiment rien, soit il y a plein de choses, mais c'est British Pathé, INA, ce genre de trucs, enfin Pathé, toutes les archives qui sont extrêmement chères. Genre, tu prends un extrait de 10 secondes, c'est 200 balles. Je peux pas me permettre. Donc du coup, non. Il y a des sujets que je peux pas traiter justement par ce manque d'images et qui pourtant iraient très bien dans un podcast, par exemple.
Mais après, voilà, podcast, c'est doubler le boulot si je lance un podcast. Tu vois, là, je peux pas, c'est Ok. pas possible, c'est humainement pas possible. Mais voilà, ce serait un truc bien que je puisse avoir un accès à l'INA ou à British Pathé, parce que là, ça me débloquerait des sujets. Ouais. Mm. Mais ouais, le début du siècle, c'est compliqué. Le soviétique aussi. Ah, le soviétique, c'est une horreur. Ok. C'est vraiment une horreur. Tous les programmes. Allez voir par exemple les Wikipédia des sondes Vénéra, ou essayez de trouver des images des sondes Vénéra, les sondes qui allaient vers Vénus, pardon. Vous trouverez une seule image pour qualifier le nombre de toutes les sondes qui ont été envoyées par les Russes. Il y a une seule photo, et c'est la photo d'une maquette. Un peu juste pour un C'est reportage, tout. quoi. C'est tout. Et un documentaire. Et après, tu as des dessins. Voilà. Ok. Bon, bah, super. Pareil pour les premières stations russes, tu que des photos, tu que des dessins, des schémas vite fait. Qu'est-ce que tu veux faire une vidéo là-dessus? Donc moi, je parle du coup par facilité, on va dire, peut-être par flemme, j'en sais rien. Je fais surtout des vidéos sur l'histoire américaine et l'histoire européenne, parce que les archives sont beaucoup plus ouvertes, clairement. Ok. Donc tu as plein d'idées, largement assez d'idées sur Mais l'Europe. par contre- Mais ouais, si Ouais. tu voulais peut-être remonter, en tout cas, même en aviation, un peu plus. Au début de l'aviation, c'est plus compliqué. Ouais, ok. C'est vrai que ça se tient. C'était un petit peu moins documenté à l'époque. Ouais, et puis quand il y a, c'est sous copyright, Ouais. alors que ça devrait être domaine public depuis le temps, pour certains. Mais bon. Et comment tu trouves le thème, le sujet d'une vidéo? C'est il y a des recherches où tu regardes un peu aussi qu'est-ce qui plaît plus ou moins? Parfois, c'est le hasard. Ok. Il y a un truc qui m'a beaucoup aidé dans les années, c'est les actualités, ce qu'on appelle les OTD sur Twitter, les On This Day, ce qui s'est passé ce jour-là. Et le National Air and Space Museum a ça, et pas que de l'histoire américaine, hein, vraiment de tout le monde. Et c'est air et espace, donc tu as vraiment tout. Et chaque jour, donc, ils te disent, aujourd'hui, il y a tant d'années, il s'est passé ça. Et des fois, c'est des trucs qu'on connaît pas, tu vois. Et moi, je vais justement pas voir des trucs qu'on connaît, parce que moi, ça m'intéresse pas. Si tu connais déjà le sujet, tu t'intéresses pas, tu vois. Je vais justement voir des trucs qui m'intriguent. Et une fois, par exemple, j'étais tombé sur un On This Day où tu avais un article je crois que c'était New York Times, où toute l'entièreté du titre de la couverture est à l'envers, en miroir. Et il y avait marqué Wrong Way Corrigan. Je sais pas si vous avez vu si vous connaissez cette histoire. Et en fait, c'était l'histoire de Wrong Way Corrigan, c'est devenu même une expression courante américaine. Le Wrong Way Corrigan, c'est quand tu veux faire un truc et que tu fais complètement l'inverse. En fait, Wrong Way Corrigan, il voulait partir de New York pour traverser les États-Unis et aller sur la côte ouest. Il est parti dans l'autre sens, il a traversé l'Atlantique en solitaire. Et alors, on n'a jamais su s'il avait fait exprès ou pas, parce il avait demandé, on lui avait refusé. Donc il y a toujours cette petite truc. Mais tu vois, par exemple, cette histoire-là, je la connaissais pas avant de tomber sur cette une complètement à l'envers, Oui. tu vois. Et donc voilà, il y a des petits trucs de hasard comme ça. Sinon, en général, c'est parce que je m'intéresse à j'essaie de creuser en fait dans les histoires en fait, des histoires dans les histoires. Donc tu as la grande histoire, je sais pas, les 80 ans du débarquement, tu as le débarquement, tu as les parachutistes de la 101e qui sautent des C-47, machin. Est-ce qu'il y a des histoires des pilotes des C-47? Est-ce qu'on a des histoires de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont à raconter, eux, tu vois? Parce que c'est ultra spécifique, parce que tout le monde parle des mecs qui ont sauté, mais les mecs à l'intérieur, en tout cas ceux qui ont survécu, ou les pilotes de planeur qui ont dû se poser en planeur, sortir du planeur et aller se battre, eux ils rentraient pas en Angleterre après, hein. Donc est-ce qu'il y a des histoires là-dedans? Et tu vois, je vais aller voir, tu vois, je vais essayer d'aller chercher ça. C'est des questionnements en fait, c'est des questionnements, du hasard et des questionnements. Mais du coup, justement, ça m'intéresse. Est-ce que tu l'as senti cette évolution? Parce qu'au début, tu faisais des formats plus courts, et là, de faire des formats beaucoup plus longs, ça permet d'aller justement de remettre l'humain au centre et les petites anecdotes et aller creuser sur les personnes en elles-mêmes. Tu l'as senti cette évolution? Ou est-ce que d'un seul coup, t'as toujours eu envie de faire ça, mais dans les formats courts, tu voulais peut-être un petit peu moins? Ça m'intrigue parce que vraiment, c'est assez rare. Effectivement, tu dis c'est pas forcément le format Arte où on a justement le témoignage super précis du pilote, les petites anecdotes. On l'a moins peut-être. Ils le font des fois, ils le font quand même. C'est peut-être ouais, J'ai mais des très bons souvenirs, Ok. de très bons documentaires. ok, bah Mais en tout cas, ouais, du ça point de vue, arrive. c'est vrai que le côté mettre en avant, on va pas parler 2 heures la technique, pourquoi cette fusée est révolutionnaire. On va aller voir l'apport humain à tel endroit. Le technique m'intéresse pas, donc déjà Ok. ça explique une partie de la réponse. Ouais.
Je pense que l'autre partie de la réponse, c'est aussi un parcours personnel que je saurais pas expliquer parce que je peux pas revenir sur ma propre personne. C'est difficile de s'évaluer Oui, c'est juste. au niveau psychologique particulièrement, mais voilà, je pense que il y a eu des événements dans ma vie ces dernières années qui m'ont fait, peut-être l'âge aussi, hein, qui m'ont fait basculer un petit peu dans cette partie-là, tu vois. Ok. Mais dans tous les cas, la technique ne m'a jamais intéressé. Je suis pas quelqu'un de technique, ni mathématique, ni quoi que ce soit, donc ça m'a jamais intéressé. Moi, c'est les sensations, c'est ce que les gens ils ressentent quand ils font ci, quand ils font ça, et ouais, c'est sentir les choses, quoi, tu vois. Et ça met encore plus en valeur du coup toutes ces épopées. Enfin, on le sent d'autant plus. C'est c'est comme pas ça- les et c'est- personnes qui l'ont vécu quoi. Et c'est ce qui C'est fait que tout c'est pas l'intérêt. ça qui manque. Ouais. Sur n'importe quel, ça me déconcentre. Si on Il y a des bruits une petite extérieurs alarme, dans une le petite dans le alarme, studio. ouais. C'est ce qui m'intéresse parce qu'il y a tellement à faire en fait. Rien que le D-Day, il y avait tellement de monde. C'est chaque personne, il y a une histoire. Ouais. Ça se trouve, ils ont des anecdotes, ils ont des dingueries à nous raconter en fait. Et tu prends n'importe quel moment de l'histoire, que ce soit aéro, spatial, militaire, ce que tu veux, il y a forcément un gars qui va te raconter un truc de fou. Et ça, des fois, je le vois aussi dans les vidéos un peu plus généralistes. Quand j'ai fait des documentaires, par exemple, sur le Concorde ou sur d'autres trucs, où tu avais des gens qui disaient, bah moi j'ai été, j'ai été PNC sur Concorde, et je me rappelle d'un vol où il s'était passé ça. Et puis tu as une autre personne qui fait, ah ouais, bah moi j'étais, c'est moi qui faisais les pushbacks ou j'en sais rien. Et ils vont te raconter des trucs. Et ça, c'est toujours intéressant. Parce que c'est leur propre histoire et c'est leur propre vision de l'histoire. Mais ça contribue à la big picture, si tu veux. Ouais, carrément. Et je pense que c'est nécessaire aussi de récolter cette histoire orale tant qu'on l'a, parce qu'on perd des gens fameux chaque jour, en effet. Et donc on perd ces histoires chaque jour. Voilà. Très bien. C'était la réponse. Je fais des réponses Exactement. longues. Hein, Oui, ce non, soir. mais mais très c'est bien. passionnant, C'est- justement, désolé. tu traites vraiment de Mais tous les ouais. sujets qui sont intéressants. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Mm. Justement, il y avait une petite question, c'était sur le fait de passer d'un format long sur YouTube, sachant que les formats courts actuellement sont quand même très plébiscités. Sur YouTube, il y a un petit peu cette mode de plein de formats courts. Est-ce que ça permet de rapporter suffisamment d'argent à ton entreprise? À quel point ce choix a peut-être eu des impacts? Est-ce que tu t'es posé des questions En vrai, sur ce type de format par rapport? En vrai, j'ai pas vu de baisse particulière, sauf pendant le Covid où ça avait été le caca parce que les prix des revenus publicitaires de YouTube étaient descendus. Parce que tu avais moins de publicitaires, c'était le confinement. Ouais. Donc les gens font moins d'achats, donc il y a moins de pubs. Et donc les pubs étaient moins chères, donc on a été moins bien rémunérés pour le même nombre de vues, voire augmentation. Donc ça, c'était la période un petit peu temps d'axe. Sinon, là, on est on est à peu près au minimum de fonctionnement, minimum moyen du fonctionnement qu'on pourrait idéalement avoir. Donc il y a encore du taf. Mais je pense pas que les formats courts soient la raison, enfin les formats longs soient la raison. Ouais. Parce que les formats longs, en fait, qui dit format long dit plus de publicité, dit en fait plus de revenus à la vue. Donc en vrai, je pense que le format long m'aide plus qu'il m'handicape. Ok. Aussi dans le sens que j'ai un public qui n'est pas jeune, pas vieux non plus, vous inquiétez pas, mais il n'est pas jeune dans le sens il est pas, c'est pas des genre adolescents, préadolescents, 18, 19, 20, tu vois, jusqu'à 20. Non, moi c'est plus du 35, 50 ans, tu vois. Donc c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus âgés, qui comme moi, je pense, j'imagine, regardent Arte ou s'endorment sur des vidéos d'Arte ou des documentaires d'Arte. Ou regardent, enfin, ils mangent du docu à l'appel, quoi. Et même sur tous les sujets d'ailleurs. Et je pense que si je faisais du format court sur YouTube, ça marcherait moins justement auprès de ce public-là. Parce que maintenant que je suis avec eux, et je suis très bien avec eux, honnêtement. Ok, très bien. Bah, c'est ça, tout à fait, c'est une question de public et donc c'est intéressant de voir que ça s'adresse. Après, on peut avoir moins de 30 ans et regarder tes vidéos, il n'y a pas de souci. Aussi. Non, mais t'as 50 ans d'âge mental, Antoine, c'est tout. Pour revenir sur un aspect plus sur les macros sur les réseaux, est-ce que tu arrives à différencier et à séparer le pro du perso autour des réseaux, où ça reste quand même, la frontière est assez petite? Depuis quelques mois, non. Le perso reprend énormément. Après, ça dépend des réseaux. Sur YouTube, on dirait pas,
enfin on dirait pas, si, sur certaines vidéos on dirait bien, je ne suis pas du tout neutre, ni objectif. Personne n'est neutre, ni objectif d'ailleurs. C'est une légende. Et quand il y a quelqu'un qui vient en commentaire peut-être de vos lives, enfin sur le chat de vos lives, ou en commentaire de vos replays, dire « Oh là là, sur tel sujet, votre invité là, il est pas neutre, il est pas objectif », en fait, là, ce qu'il est en train de dire, c'est il est pas d'accord avec moi, il dit pas ce que moi je pense. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, qui est systématique. Du coup, je me suis dit, bon, bah, vu qu'on peut pas être neutre, c'est impossible, vu qu'on peut pas être objectif, autant mettre un peu de soi dedans, parce que sinon, bah, c'est ChatGPT, en fait, au final. Donc, j'essaye de faire passer des messages un peu en sous-texte dans mes vidéos. Notamment quand je parle des Red Tails, par exemple, il y a beaucoup de sous-texte là-dedans, ou même dans mes vidéos un peu portraits de femmes pilotes, Amélia Earhart, Jacqueline Auriol, Maryse Bastier, il y a eu beaucoup de sous-texte là-dedans, et très particulièrement aussi quand j'avais parlé de Howard Hughes, Aviator, tout ça, où là il y avait c'était du sous-texte sur Elon Musk tout du long, hein. Mais les gens l'ont pas capté, je suis un peu déçu. Mais voilà, non, je peux pas dissocier, c'est impossible. C'est impossible quand tu écris, quand tu fais une œuvre, enfin une œuvre, c'est un grand mot, hein, œuvre. Hein. Œuvre dans le sens un vidéogramme. Quand tu fais un vidéogramme où il y a de l'écriture à la base, et quoi que ce soit, dès qu'il y a de l'écriture ou du dessin, où il y a de l'expression, en fait, eh ben, il y a forcément un peu de toi, en fait, dedans. Sinon, c'est encore une fois, c'est du chat GPT. Donc, non, je peux pas dissocier, c'est impossible. Alors, partant de là, je me suis dit, bon, autant y aller à fond. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, Twitter, enfin, anciennement Twitter, je me lâche particulièrement sur les causes politiques qui me touchent particulièrement. Sur Insta, un peu moins. Insta, c'est plus l'Insta de mon chien que le mien. Et puis sinon, j'ai pas tellement d'autres réseaux. Si LinkedIn, mais c'est une carte de visite en vrai. Je n'utilise pas LinkedIn. Je suis pas assez Startup Nation pour ça. Et tu arrives à séparer et à pas, à t'affranchir finalement des commentaires ou des choses qui peuvent vouloir te nuire, ou au cours de la création de la chaîne, ça a évolué? Bah, au début, je crois que les premiers raids que j'ai eus, c'était les raids de Platiste en 2017. C'était l'époque où Thomas Pesquet faisait son premier vol dans l'espace. Waouh, ça fait bizarre quand t'as des milliers de commentaires et que t'as à peine 1000 abonnés, genre, et que t'as des milliers de commentaires qui arrivent qui te disent la Terre est plate, machin, et qui sont vraiment premier degré, hein. Vraiment, c'était un peu violent. Depuis que je me suis un peu on va dire, engagé en politique, là c'est plus les pro-Musk, les pro-SpaceX qui sont un peu violents. Genre j'avais fait une vidéo sur le Starship l'année dernière, je me suis pris 20 jours de harcèlement quand même, et des menaces de mort, pour avoir factuellement démonté un truc. Bon, le debunk ça fait mal, visiblement. Donc ouais, mais en vrai, je le supporte beaucoup mieux maintenant. Parce qu'en fait, la quantité fait qu'au bout d'un moment, tout s'annule en fait. Et là, pour te donner un exemple, récemment, mon chien a eu un petit problème médical. Comme je t'ai dit, je suis au chômage, donc il fallait que je fasse une cagnotte parce que j'avais pas l'argent pour des soins très poussés. J'ai quand même eu des commentaires du genre oh mais non, moi je vais pas donner pour cette quête, pour cette cagnotte, moi je vais donner pour la cagnotte telle cagnotte humanitaire, et ton chien il a qu'à crever. Tu retiens ces commentaires. Évidemment que je les retiens complètement, tu vois. Parce que, comme on est tous humains, tu croises 40 personnes dans la rue qui te disent bonjour, tu les retiens pas. Tu croises une personne dans la rue qui t'insulte, tu vas le retenir. Bon, après, à Paris, personne vous dit bonjour dans la rue, mais ça règle le problème. Oui, ça règle le problème. Mais voilà, les commentaires, bah, t'es obligé de cope with it, quoi. Enfin, t'es obligé de faire avec. Au bout d'un moment, en fait, c'est soit ça te défonce complètement et t'es complètement par terre, soit bah, t'arrives à les contrer, mais ils restent quand même dans ta tête. Par contre, tu les oublies pas. Moi, il y a la plupart des commentaires négatifs virulents que je reçois, je les oublie pas. Donc c'est toujours en arrière-plan, même si t'arrives à faire un peu la part des choses et se rendre juste, il m'affecte pas, mais il reste en mémoire. Mais ouais, l'être humain est fait comme ça et il n'y a pas le choix, mais ok. Ouais.
Tu t'es jamais dit, ce sujet, j'ai pas envie de l'aborder parce que je vais encore. Ou alors, non, peut-être ça, je le mets pas parce que Non, j'en ai marre des commentaires. Non, ça, par contre, dans la création, ça intervient pas. Si on peut être mal poli ici, C'est autorisé. c'est bon. Oui. Ils peuvent aller se faire foutre. Non, ils peuvent aller se faire foutre. Vraiment, moi, au contraire, ils vont me pousser à monter les potards un peu plus. Mais dans ce cas, enfin, voilà, moi, je continuerai à parler d'Elon Musk malgré les menaces de mort. Enfin, c'est ridicule de faire des menaces de mort pour ça. Enfin, déjà de base, enfin, je veux dire, l'idée, elle est folle. Mais les gens, parfois, ils sont un peu à côté, tu vois. Mais ils vont pas m'empêcher de parler d'un sujet. Ça, c'est mort. Ah bah, C'est très bon. bien. Alors, pour ceux qui te suivent sur Instagram, on voit que tu fais pas mal de parapente. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes activités, tes loisirs à côté et est-ce que tu arrives à garder un petit jardin secret où tu montres pas tous tes loisirs ou en général tu essayes de partager ce que tu fais? Grosso modo, tout ce qu'on voit sur Instagram, c'est mes heures de congé, on va dire. Pas mes jours de congé, mes heures de congé. C'est quand il fait beau et que les copains ils sont chauds pour aller voler. Bah, maintenant que je suis à Annecy, c'est beaucoup plus pratique. En 1 heure, je peux être sur les décollages. Donc, du coup, on peut aller voler ensemble en parapente. Ça fait du bien. En général, ça dure pas très très longtemps, moins d'une demi-journée. Donc, Kibo, il est tranquille, il attend. Et puis, moi, je vais faire un petit vol tranquille. Et rien qu'un vol de 1 heure, et t'es revigoré. Hein. T'es revigoré de fou. Donc, ça, c'est mon activité, on va dire, la plus intéressante. D'ailleurs, sur l'image, la petite voile blanche que vous voyez là, c'est Nico Mathieu, qui est un youtubeur, aventurier, et qui vole avec moi assez régulièrement. Là, c'est le lac d'Annecy, vu de 2000 mètres d'altitude. Petite image sympa là, franchement. Ouais, mon record Ça donne envie d'y aller d'altitude, tout de suite. je crois que c'est 2200 ou 2300. Je pouvais voir à peu près la moitié du lac Léman depuis là-haut. Je voyais le Mont Blanc, c'était magnifique. Par contre, ça caillait, de fou. Mais ouais, non, le parapente, c'est bien parce que c'est calme. Il n'y a pas de moteur. Désolé les aviateurs. Quoique le planeur, il y avait un planeur en plus ce jour-là. Ouais, il y a pas de moteur. T'es tranquille, t'es direct dans les éléments et tu ressens toute l'aérologie. Et ça, c'est un truc. Je suis trop content qu'on l'ait maintenant sur Flight Sim. D'ailleurs, on parlait de Flight Sim tout à l'heure. Parce que vraiment, tu ressens vraiment tous les thermiques, toutes les ascendances. Tout au contraire, quand ça dégueule, tu vois un oiseau qui tourne en rond, tu te dis, ah putain, je vais aller sous lui et tout. Et puis là, ça marche et tout. Non, vraiment, il y a un aspect un peu pur de ça. Et ouais, pour l'aérologie, c'est génial. Tu comprends plein de choses sur comment un avion peut voler sans moteur. Tout simplement, grosso modo. Et même comment un planeur peut traverser la cordillère des Andes. Tout simplement, quoi. Donc ça fait du bien, tout en étant un petit peu dans l'élément aérien, tu vois. Après, en autre loisir, les maquettes. Mais ça, j'arrive à en faire un métier parce que, en fait, vu que les maquettes, elles finissent dans le studio, ça compte comme du travail professionnel, on va dire. Donc, du coup, je cale ça plus sur du travail professionnel qu'autre chose. Mais les maquettes, c'est mon truc. J'ai fait un B17 récemment, là. Magnifique. J'ai encore un Mirage 2000. Non, j'ai 3 Mirage 2000 à terminer. 3 différents, hein. 3 modèles différents, évidemment. Évidemment. Et comme ça, hein, aussi. Et puis j'ai aussi un F4U Corsair aussi que j'ai hâte de commencer bientôt. Donc ouais, les maquettes, c'est super cool. Et puis qu'est-ce que j'ai comme autre hobby? C'est quand même bien connecté à l'aéronautique, le Ouais, spatial. quand même, Enfin, ouais. voilà, Ouais, je lance c'est pas des impressionnant. micro-fusées, malheureusement, j'ai pas le terrain pour ça. Non, sinon, essayer de passer du temps avec mon chien, essayer de me détendre un peu. Mais en vrai, j'ai un boulot qui permet tellement de voir des choses différentes, où il n'y a pas trop de routine, que ça compense en fait le fait que ce soit 7 jours sur 7 et que ce soit un flux énorme, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vas voir un décollage de fusée en Floride, quand tu vas rencontrer des gens qui ont marché sur la Lune, que tu voles dans un avion, genre l'A380 d'essai, où il n'y a rien dedans. Il n'y a juste rien dedans. Il n'y a pas de fitting, il y a 4 sièges qui se courent après. Le reste, c'est une cathédrale. Et qu'ils te font des tests de SAF et qu'ils te font plusieurs approches sur Nice. Et que toi, tu es assis vraiment sur le plancher de l'avion, concrètement. Et que le hublot, il t'arrive là et que tu es comme ça à faire « Waouh, trop bien !» Que tu es en jump seat
d'avions trop bien que tu visites. Récemment, on a visité des avions d'exception, on va en parler, pour la série d'été. Voilà, c'est des trucs que tu n'imaginais pas forcément faire dans ta vie, tu vois. Ou alors si tu avais choisi un autre métier, tu vois, mais auquel tu as accès. Et du coup, ça aussi, moi, je le compte un peu comme hobby aussi, tu vois. C'est un métier passion, donc tu le comptes aussi un peu comme hobby. C'est là aussi que tu n'arrives pas à différencier, d'ailleurs. Mais voilà, les expériences, elles sont tellement folles que ça justifie le fait de bosser aussi fort, en fait. Et tu as envie de bosser encore plus fort, en vrai. Ça envoie beaucoup de rêves, hein. Tu vois, fais gaffe, tu vas avoir beaucoup de demandes de stagiaires là. Voilà. J'en ai malheureusement, on prend pas de stagiaires. Je peux pas prendre de stagiaires, je suis désolé. Il y a quelqu'un dans le chat qui réagit, fan de ta chaîne, et qui a un petit message d'encouragement et qui demande si tu as déjà essayé le planeur, justement. Tu parlais du parapente. Et J'aimerais bien un jour, mais parce que j'en fais beaucoup sur Flight Sim. Ok. J'ai notamment fait un vol en météo réel. C'était l'été dernier en météo réel. On a fait un vol de 10 heures. Je suis parti de Chambéry-Challes-les-Eaux. J'ai posé à Vienne, en Autriche. Ok. Non, c'était même plus loin. Je sais même plus où j'ai posé, mais ça a fait 10 heures. On a traversé toutes les Alpes. Génial. Et récemment, on avait fait en météo réel. On était monté au-dessus de l'Everest. On était parti de Lukla. Et en fait, il y avait c'était une météo, mais complètement chaotique. Tu volerais pas en réalité. Hein. Et le planeur, je croyais qu'il allait se briser en deux. Il y avait des vents à 100 nœuds en face et tout. C'était n'importe quoi au bout d'un moment. Mais on a réussi à monter, mais je sais même plus à combien. Et en fait, on a fini au Bangladesh. Parce qu'après, j'avais tellement de finesse que j'ai pu redescendre tranquille. Et du coup, j'ai trop envie d'essayer de voler sur un LS8-18, parce que c'est celui qu'on a sur Flight Sim. Je voudrais trop faire un vol en LS8-18, juste pour voir, en fait. Bon, évidemment, je l'éclaterai au sol, parce qu'en vrai, je sais pas piloter le planeur, mais ça doit être trop marrant, en vrai. Peut-être pas au-dessus de l'Everest, déjà dans les Pyrénées. Ou Ouais, dans si on commence tranquille, dans les Alpes, Dans ou les alors Alpes, dans des endroits où il y a pas trop de relief et le sol est mou pour poser. Pour se vacher quand même sans trop de difficultés. Ouais, parce que je me vache pas mal en parapente, mais ça a l'avantage, la parapente, tu peux te poser et décoller d'où tu veux. Le planeur, c'est un peu différent quand même. Ok. T'en parlais de la simulation de vol. Toi, tu t'aimes bien ça. Tu arrives à faire sur ta chaîne secondaire, notamment, pas mal montrer la simulation de vol ou du jeu vidéo. Alors, j'en montre pas mal sur Twitch, du Flight Sim, notamment du planeur. Vraiment, c'est le truc que je fais le plus sur Flight Sim. Parce que, désolé, hein, les fans de Liner, je suis désolé, vraiment désolé. J'adore les avions de ligne, c'est génial. Hein. Mais, putain, sur Flight Sim, on s'emmerde. Je suis désolé, mais tu Moins 10 personnes. tu fais un transatlantique, tu fais un Paris-New York, si tu veux. Bon, voilà, t'as décollé, tu fais AP, et puis voilà, c'est fini. On a perdu la régie. Je suis désolé, non mais je suis désolé. Après, en IVAO, ça peut être intéressant, parce que t'as les communications radio, sauf si t'es au-dessus de l'Atlantique. Fait chier. Mais ou qu'il y a personne sur IVAO, ou que t'as pas internet. Mais concrètement, ouais, moi c'est le planeur, parce que t'es actif, en fait. T'es actif, t'es à l'affût du thermique, t'es à l'affût des cumulus, t'es à l'affût. En fait, ton cerveau, il travaille tout le temps, et il travaille sur plein de petites choses différentes. Et c'est super bon. J'ai l'impression que ça entraîne le cerveau aussi. Je sais pas si ça entraîne le mien, parce que le mien, bon, il se fait vieux, mais ça entraîne le cerveau quand même, parce que tu dois gérer ton avion, tu dois gérer sa vitesse. Par exemple, quand t'es dans un thermique et que t'enroules et qu'il y a du vent, t'auras pas la même vitesse R, suivant si t'es en face du vent ou le vent dans le cul, quand t'es en train d'enrouler. Donc concrètement, tout le temps, t'es en train d'ajuster, parce que il faut pas que tu sois en décrochage, mais il faut que tu sois en finesse max. Il faut que tu aies la bonne finesse, donc que tu sois dans une bonne configuration. Et du coup, pendant ton virage, et c'est pareil en parapente, quand t'es dans ton virage, il faut bien prendre en compte le vent, parce qu'en plus, il te décale à chaque fois que tu fais un rond, parce que le vent, il te pousse en fait. Donc tu tournes pendant que tu enroules, et si tu compenses pas, tu te fais emporter, et tu sors du thermique. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Mentalement, c'est du travail de fou, mais quand tu réussis, la récompense, elle est tellement grande, en fait. Donc, Flight Sim, c'est vraiment... sur Twitch, en planeur, on a l'impression que c'est chiant, mais ça l'est absolument pas. Il y a toujours un truc à aller chercher. Et c'est toujours des vols différents, parce que l'aérologie, quand il la chope bien, elle peut être différente. Tu peux même la régler toi-même, donc tu peux te faire des folies. Donc, c'est sympa. Après, je fais beaucoup de DCS aussi. Un peu moins ces dernières semaines, mais sinon, je fais beaucoup de DCS. C'est, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un des précurseurs de mon parcours simu. Et là, DCS, je fais pas de combat, je fais pas de multi particulier. Sur DCS, je fais uniquement de la voltige aérienne.
enfin la voltige, plutôt de la voltige type meeting, où donc à une époque j'ai notamment filmé les Jettison, qui sont une équipe qui reproduit la patrouille de France sur DCS. Et depuis, j'ai été aussi leader de la Ramex Delta virtuelle. Donc la Ramex Delta, c'était les Mirage 2000N de 4 Lafayette, qui était à Istres, et qui du coup faisaient des démos tactiques avec des attaques pop-up, etc. Et on avait fait cette équipe qui avait été officialisée Ramex Delta en 2014 sur DCS. On avait fait un VFAT, je crois, on avait fait un VUAF, on avait fait quelques petits meetings virtuels comme ça sur Twitch. On avait coupé en 2016 à cause de soucis techniques sur l'avion, il n'était plus dispo. DCS avait coupé les accès. Et là, on a fait redévelopper un 2000N, qui est rien que pour nous. Par contre, on n'a pas le droit de le partager pour des raisons évidentes d'assaut. Du coup, il est privé, il est entre nous. Mais on a développé un 2000N de démo. Donc il n'a pas de système d'armes, hein, vraiment. Hein. Et il n'a aucun système d'armes, mais par contre, c'est un 2000N. Et ça nous permet donc de reprendre les démos. Donc là, on est en phase d'entraînement. Et j'espère, si on trouve le temps, mon ailier et moi, qu'on pourra refaire des meetings virtuels. Je sais que François, que vous avez reçu il y a peu de temps, J'allais venir justement, François, notre invité. me tanne encore là-dessus. Il me dit, allez, mais quand tu veux, on fait un VFAT. On arrive, on se prépare. Mais c'est vrai que la simulation aérienne, c'est super intéressant parce que tu as plein d'avions différents, tu as plein de trucs. Enfin, Flight Simulator, c'est super cool pour l'aviation, pour l'hélicoptère, pour le planeur. J'espère un jour pour le parapente. Vraiment, si un jour ils mettent le parapente. Et DCS, tu vois, tu as vraiment toute la partie combat, système d'armes et tout. Et en vrai, tu découvres plein de métiers différents, en vrai. Tu vois que tu peux être pilote, mais pilote, en fait, ça a plusieurs définitions, en fait. Et ça, c'est super intéressant. Écoute, merci. On va conclure juste sur le futur. Est-ce que tu as des projets en tête et quelles seraient les prochaines vidéos sur la chaîne Stardust ? Alors, la prochaine vidéo devait être une analyse sur Boeing en termes d'aviation. En quoi les médias font du caca autour de Boeing. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent. On en a longuement parlé. Donc, c'est une vidéo analytique et factuelle qui essaye de pondre un peu des résultats pour essayer de tempérer, on va dire, le temps médiatique. C'est-à-dire que les médias, ils s'emballent vraiment pour rien. Ils vont dire « Oh, regardez cet avion Boeing, vraiment Boeing, c'est trop des nuls. Regardez, cet avion, il a un moteur en feu. » Boeing fait pas de moteur. Donc, concrètement, voilà, c'est essayer de tempérer tout ça. On sait qu'il est fait. Entre autres. Et il y a aussi la maintenance. Il y a aussi plein de petits facteurs, en fait. Ça peut être un bird strike aussi. Hein. Ah oui, non, mais justement, ils le disent pas. Même des fois, j'ai vu des articles sur juste un Boeing a pris la grêle, quoi. Franchement, les gars, sérieusement. Donc, du coup, ça nous saoule pas mal dans le milieu aéronautique. Alors, je dis pas tout le monde, peut-être pas vous, mais moi, ça me saoule. Donc, on va faire une vidéo là-dessus avec l'aide de la communauté. On l'a fait sur Twitch. On essaie de récolter des données. On essaie d'être le plus factuel possible, le plus inattaquable possible. Donc ça va être la prochaine vidéo si elle sort, si je termine déjà le truc. Ensuite, on aura la série d'été à partir du 13 juillet. La série d'été qui est consacrée aux A330. Donc c'est des vidéos en partenariat avec Airbus. Premier vrai partenariat avec Airbus sur la chaîne, donc ça fait plaisir. Ils nous ont invités sur Blagnac et sur Retafe en Espagne, près de Madrid. On a fait 2 jours de tournage, un jour sur chacune, où on a donc visité la FAL, donc la ligne d'assemblage finale des A330 et Neo. Puis on a fait une visite complète des installations Beluga et Beluga XL. On a été parmi les rares à rentrer dans les Beluga XL et interviewer pilote dans le cockpit. On a interviewé le responsable du programme des Beluga XL de ATI. Ils nous ont parlé aussi du nouveau, je ne sais pas si vous en avez parlé en news, ça, mais il y a quelques temps déjà, des Beluga ST qui vont devenir des sortes d'Antonov maintenant, qui vont faire du transport privé. Donc on va aborder ça aussi, cette histoire-là. Puis l'histoire des Super Guppy, évidemment, qui a donné la naissance indirectement au Beluga. Et puis la troisième vidéo, c'est ce qu'on a tourné à Retafe, c'est donc les conversions des A330 en A330 MRTT, où on a eu la chance également de monter dans des avions exceptionnels, enfin des MRTT exceptionnels, dont un qui était fini de l'OTAN. Du MMF, donc il était complètement fini. Alors évidemment, on ne pourra pas vous montrer des détails particuliers,
mais on a eu l'interview d'un pilote d'essai notamment, le pilote d'essai de Retafe, de Airbus Defence and Space, qui est aussi le chef pilote d'essai du programme Typhoon, Eurofighter Typhoon. Alors c'est un bonhomme, il est pas très très jeune, un Espagnol, il est adorable, Carlos Pinilla je crois, et si on regarde son CV, mais c'est impressionnant. J'avais envie de lui poser 1000 questions. On avait 3 minutes, c'est affreux ça. C'est affreux. T'as 3 minutes, mais t'as envie de passer 3 heures avec la personne, quoi. Parce que tu connais son parcours et c'est impressionnant. Donc voilà, la série d'été, ça va être ça. Ça va être un A330 Neo, l'histoire un peu de tout ça. Puis l'A330 MRTT sortira en deuxième, parce que évidemment on garde le meilleur pour la fin. Les Beluga XL, parce que là vraiment Beluga XL, on a vraiment tout vu, hein. Déchargement, chargement, roulage. J'étais dans le tug. J'étais dans le tug qui faisait le pushback enfin c'est même pas du pushback, c'est du pullback, parce qu'en fait il tire le Beluga à l'extérieur du hangar et t'es là-dedans, tu passes sous le Beluga XL, tu sais, t'as les lettres B-E-L-U-G-A enfin, c'est impressionnant. Donc ça, c'est la série d'été. Et puis, désolé, je fais des réponses trop longues, hein, vraiment. Non, mais je m'étends, là, on y est encore dans 2 heures. Je pense que ça donne envie à tous ceux qui nous suivent de regarder cette série d'été, donc les 3 vidéos. J'espère. Et donc, le 4 octobre, oula, je suis en train de lâcher une... Oh là, putain, j'aurais pas dû dire la date. Ah, le 4 octobre, bon maintenant c'est dit. C'est l'exclusivité. Ouais, c'est une exclusivité du coup, Jumpseat et Ground Frequency, forcément, parce que je l'ai dit nulle part ailleurs. Le 4 octobre, sortie de mon premier livre. En tout cas, seul livre pour l'instant. Il n'y en a pas d'autres de prévu pour l'instant. Qui sortira chez Hachette Heroes, qui est une division de Hachette, qui sortira dans toutes les librairies et qui sera sur les navettes spatiales. Il fait à peu près cette taille-là, cette épaisseur-là, et un peu comme le livre aviation. Je ne sais pas si on le voit sur la grosse cam là-haut. On le voit, un petit peu, tout en haut là-bas. Je peux le descendre si vous voulez. Il aura à peu près ce format-là. Je dirais un chroniqueur en live. Grosso modo 350 pages. Il sera tout aussi beau, mais un peu plus brillant. Celui-là, il est un peu mat. Il sera un peu plus brillant, avec des grandes photos en plein format des navettes spatiales. Ce sera uniquement sur les navettes spatiales, avec une préface d'un astronaute français. Suspense. Écoutez, dont les initiales ne sont pas TP. Voilà. Non, mais ça a l'air passionnant. Côté vidéo, déjà, j'ai des étoiles dans les yeux, mais sur le bouquin, alors là... Donc, on va suivre tout ça de près, et puis moi je pense que j'ai déjà ma reco du coup du mois d'octobre. C'est pratique pour la deuxième saison, on espère, de Ground Frequency. C'est bon, Alexandre, tu avais encore d'autres questions ou... C'était bon point. Merci beaucoup, Vincent, pour les réponses très claires. De rien, un plaisir. C'est super de découvrir tout ton processus de création, tout ce que tu as pu faire, et puis ta passion du spatial qui est infinie. Est-ce qu'on passerait pas au petit quiz aéronautique ? Alors j'avais une petite chronique de prévu, mais je pense qu'il faudra que vous reconnectiez une prochaine fois. Le temps passe. Vous inquiétez pas, je la garde bien au chaud et vous aurez le droit à la chronique sur la chronique. On était pourra en bien. discuter après. Je suis désolé. Non, mais c'est très intéressant. On est ravis de t'avoir dans l'émission. Et on a encore quelques instants ensemble, puisque Alexandre nous a préparé un petit quiz. Donc, écoute, toujours un plaisir de vous préparer un quiz. Pour faire un rappel, je vais vous présenter 10 questions. Chaque question, 4 possibilités. Une seule possibilité est la bonne réponse. Un seul choix possible, enfin un seul bon choix. Vous pouvez participer sur Twitch dans le chat, donc répondez dans le chat, n'hésitez surtout pas. Je surveille, on n'a pas de et je triche compteur avec cette le chat. semaine, mais vous en faites pas, on compte plus, on sait que le chat est très bon. Voilà, donc Antoine et Vincent vont participer en direct. Vous n'hésitez pas surtout à participer sur le live, et moi je vous conte toutes ces histoires. J'espère que ce sera pas trop dur. Attention Alexandre au niveau des questions. On va commencer par la première question. Quelle est la plus ancienne vidéo visionnable sur la chaîne Stardust ? Visionnable. C'est bien que vous l'ayez mis visionnable. Ah ben je me suis dit quand même, il faut m'assurer mes dernières. Alors réponse A, l'histoire de Toulouse-Matabio. Réponse B, le rap du système solaire. Réponse C, Stardust Ciné, Space Cowboy. Et réponse D, l'Odyssée Voyager. Est-ce que déjà le principal concerné a une idée ? Je le sais. Ok, Antoine, est-ce que tu aurais une idée ?
Ah, je pense que les Stardust Ciné, pour moi, c'est un peu plus récent. Enfin, en tout cas, il y en a peut-être pas eu au tout début. Après, je sais pas. J'aurais peut-être l'Odyssée Voyager. Allez. Ok. Je vais être rap du Est-ce système solaire, que- je l'ai pas vu. Est-ce que le chat répond? Le chat n'a pas encore répondu pour Ils sont pas l'instant. encore actifs, faut aller les chercher. Alors en attendant, Réponse D selon Liam. réponse D selon Liam. Ok. Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez sur quelle était la première vidéo de Stardust qui est actuellement non visionnable? Ce serait pas le reportage justement sur les sauts en parachute Non, celle-là est disponible mais sur une autre chaîne. Non, D'accord. de Stardust. C'est une vidéo de maquette, justement, comme tu adores ça, non? Non, serait c'était vraiment une vidéo descriptive Ah, ok. spatiale, mais c'était spatial. Et à votre avis, c'était peut-être le thème? C'est très général, hein. C'est très grand, on va dire. C'est très très grand. C'est plutôt immense. pas immense. Plutôt La cher Voie aussi. lactée. Plutôt cher aussi. Une petite station? Ouais, peut-être, ouais. Ah ouais. C'était sur l'histoire de l'ISS. Ok, d'accord. Ok. Et c'était vraiment une vidéo de merde. Ah. Donc voilà. Et du coup, bah, elle a sauté. Mais la première vidéo visionnable, moi je sais, c'est bien Stardust Ciné Space Cowboy, Ah, ok. C'est la bonne réponse. qui est un excellent film, Space Cowboys, avec Clint Eastwood. Bon, il y a des failles, hein. C'est un film de Clint Eastwood, mais bon, c'est un très bon film. Ok. Donc si vous voulez revoir une vidéo histoire de l'ISS, il faudra attendre une version 2 dans les prochaines années. Ouais, il faudrait que je la fasse avant qu'il ait des orbites quand même, un jour. Et ben on va passer à la deuxième question. C'est là, Vincent Trichet. Franchement, je pouvais pas lutter. Non, lequel de ces appareils n'apparaît pas dans le film Apocalypse Now? Oh la vache. Ça y est, il est reparti. Tu Le- t'es lâché le encore, F5 Alexandre. Freedom Fighter. La réponse B, l'OH6 Kayuzi. La réponse C, l'UH1 Iroquois. Et la réponse D, le F4 Phantom. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu et j'ai une mémoire de poisson rouge déjà de ce que tu m'as demandé il y a 30 minutes. C'est vrai que. Moi, je dis la D. Ça arrive fort. Le chat, je vous écoute. Pour moi, le UI, c'est plutôt logique qu'il y soit, le C. Le D, je vois. Enfin, moi, je replace ça dans le Vietnam, donc le F4 Phantom, évidemment. Mais il y a peut-être un piège aussi. Alexandre est très fort en piège, c'est pour ça que je. Il y a peut-être un piège avec le genre, tu vois, genre Phantom 2 ou Phantom 1 ou je sais pas quoi, tu vois, ou alors le UH1 Iroquois, parce que là, c'est le UI qui est plutôt. Ouais, en fait, l'Iroquois et l'UI, c'est la même chose, c'est juste les dénominations ont un peu changé. Oui, mais- c'est justement, oui, mais on sait jamais, parce que tu sais, Non, par t'en exemple. fais pas, je fais pas des pièges à ce point-là. Non, parce que t'as Si, t'as le si, piège Black Hawk, Seahawk, tout ça, tu vois, le Je UH1, suis pas si le rigoureux que ça. Ok, Parce le que MH60. sinon, je t'aurais mis F5A ou Ok. H6A, enfin t'inquiète Ouais, pas, ouais. j'ai Non, pas. ok, j'ai pas mis, d'accord. Ça D'accord. suffit d'être en Souvent, dehors de mon scope, donc déjà là. Je sais même pas ce que c'est qu'un OH6. Et vous allez C'est me défoncer le pour ça. Little Bird, mais version militaire, un peu près. Ah, bah pour moi, c'est un MH6, tu vois. Voilà, dans la tête, c'est parce que Black Hawk Down. Ok. Donc, ouais, bah lui, je pense qu'il y est. Donc, moi, je dirais du coup le F5 Freedom Fighter. Ok, est-ce que le chat a répondu à cette Super question? étendard 55 nous annonce le F4, Ok. donc la D. Et Comme Yann Antoine. nous annonce la C, donc le chat Bon, est... C'est divisé sur les deux dernières. Et ben la bonne réponse, c'était bien la réponse D. Bravo Antoine. Ah Le F4 Phantom n'apparaît pas. Alors les trois appareils qui sont cités juste au-dessus, ils apparaissent tous dans la fameuse scène mythique d'attaque Du sous village. exactement sous la chevauchée des Valkyries. Donc l'Iroquois, lui, c'est vraiment l'hélico de transport des troupes. Le H6, c'est plus sur du support au déploiement des hélicos. Et les F5 Freedom Fighter, c'est les avions qui passent et qui lâchent du napalm pour tout finir sur la partie jet, on va dire. Ok. Donc voilà. On passe à la troisième Français, question. hein. Ah. Donc ouais, voilà la petite photo où on Ah. peut voir les quatre appareils pour ceux qui souhaitaient découvrir. Ok, je vois. Alors, prochaine question. Quelles sont les significations de LEAP? Eh ben celle-là, je ne réponds pas. 1. Leading Edge Aviation Propulsion. Réponse B. Low Engines Assisted Propulsion. Réponse C. Low Energy Aviation Propulsion. Et réponse D. Limited Electric Assisted Propulsion. Alors, ça voudrait dire que Neil Armstrong a dit It's a giant leading edge aviation propulsion for mankind. Non, bah, c'est un Alors, saut. c'est le un sous-texte, saut. tu parlais de Voilà, c'est sous-texte un tout à l'heure. saut. Voilà, c'est un saut, j'ai gagné. Non, c'est un bon. Voilà.
Low engine. Alors là, pour ceux qui sont perdus, on parle du CFM LEAP. Ouais. Très, très. Sur la beau 320 moteur. Neo, le 737 Max, Le le Comac. Comac. Donc voilà. Je n'en dirai pas plus, je suis trop biaisé. Mais t'as la réponse. Oui, quand même. Quand même. Bon, ça va. Tu peux garder. Le chat a répondu aussi. Ok. Et je peux déjà leur dire qu'ils ont la bonne réponse. Je vais le faire par élimination, je dirais. On élimine la D, déjà. Low engine. En fait, et même la formulation, elle est un peu bizarre, tu vois. Mais des fois, ça peut être fait exprès pour faire que ça fasse LEAP, en fait. Mais que dans une phrase, c'est moche comme tournure. Là, pour le coup, c'est plutôt joli. Ouais, vraiment, je partirais sur la A. Leading Edge Aviation Propulsion. Eh ben, Tout à fait. c'est bien la bonne réponse. Et le chat, Liam avait bien répondu aussi. Ouais, désolé pour les autres réponses que tu as dû faire toi-même et que j'ai dit que c'était moche. Non, Je suis mais désolé. t'inquiète pas. Je prends pas personnellement. Prochaine question. Si jamais ça vous intéresse. Combien Bien sûr que ça nous d'étages intéresse. possède le lanceur Ariane 6? Réponse A, 1 seul. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Une question plutôt axée spatiale. Donc, J'en profite, rendez-vous samedi à 20h, Oui. une émission avec Frédéric Masson du CNES, qui est donc au cœur d'Ariane 6. Donc si vous n'avez pas la réponse maintenant, en tout cas vous l'aurez après l'émission de samedi. Est-ce qu'on compte les boosters ou pas? Non. Ouais, parce que sinon, c'est vraiment, il y en a beaucoup plus que Ouais. tout Ouais. ça. Non, en vrai, j'ai honte si je me trompe, mais je dirais 2. Antoine, une idée? Comme Ariane 5, en fait. J'ai envie de dire, il y a deux... Il y a le Vulcain et il y a le... Ah, mais regarde pas, hein. J'aurais dit d'autres. En vrai, j'avais envie de dire 3, mais ouais, c'est peut-être juste 2 en fait. Parce qu'après... Non, attention, ouais. Ouais, Liam nous dit 2. Bon, on va rester sur 2. Ah, mais ça, tu te fais aider par le chat. Non, j'avais dit C'est avant bon. quand même. faut que je récupère la tablette. Non, c'est bien 2. 2 étages. Donc c'est pas beaucoup, on va dire. C'est vrai que les boosters comptent pas. Si on prend l'exemple de Saturn 5, c'était 3. Ouais, mais Saturn 5, c'est une fusée lunaire. C'est ça. Donc pour donner l'ordre de grandeur, ça va pas non plus varier sur 17 étages. Voilà. Non, mais 2, c'est 2, on va quand dire que c'est même, la bonne formule. C'est la formule la plus courante parce que Mhm. tu rajoutes des étages, tu rajoutes des emmerdes. Enfin, pardon, excusez-moi. Mais en gros, tu regardes l'Ariane 4, tu regardes l'Ariane 5, tu vois quand même une Super différence. Oui, d'ailleurs, tu vois quand même une différence dans la philosophie et dans la complexité. Et maintenant, bah, tu prends une Falcon 9, c'est 2 étages. Tu prends une SLS, c'est 2 étages. Ouais, même Oui. une SLS, c'est Ouais. 2 étages. J'avais même pas calculé dans ma tête. Mais la plupart, c'est 2 étages, en fait. Parce que, bah, si tu arrives à optimiser ces 2 étages, c'est cool, quoi. En vrai, t'as pas besoin d'en faire 3 avec des systèmes de séparation, des machins. Oh là là, quel enfer. Eh ben, on va passer à la prochaine question. Quel pays utilise un A350 comme avion présidentiel? Réponse A, la France. L'Afrique du Sud, réponse B. L'Allemagne, réponse C. La Chine, réponse D. Donc ça, c'est une Actuellement, question- Ah oui. C'est En- le seul pays. c'est pas la France. C'est La le seul France, c'est la pays. 300. C'est 330. Ouais, Ouais, c'est 330. 330. C'est le seul pays au monde qui utilise le 350 en présidentiel. Il y en avait un d'ailleurs à Rétafé, Ah. un 330 présidentiel en conversion. Pas mal. En conversion MRTT, ouais. Bon, du coup, on a éliminé la A et la D. Ouais, là, c'est sûr. L'Allemagne, il me semblait qu'il y avait eu toute une histoire sur leurs avions, justement. L'Allemagne, à une époque, ils avaient des 310. Ouais. Ils avaient des 310 qu'ils ont convertis en avion 0G. Du coup, enfin, il y en a un qui a fini en... Ouais, un des 0G. Mais après, ils sont passés sur des Bundes machin truc beaucoup plus gros. Ouais. Ça pourrait bien être l'Afrique. Ce serait marrant. Enfin, ça pourrait être complètement un achat récent qu'on n'aurait pas fait spécialement en ligne. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. J'en Ok, ai pas ouais. entendu parler plus que ça, mais Bah, peut-être que Ça, c'est j'ai- c'est justement parce qu'on n'en a pas entendu parler que c'est l'Afrique du Sud. ouais, je parierais bien la B. Parce C'est vrai que je pense- justement, c'est vraiment pas un pays qu'on a l'habitude de regarder Ouais. tous les jours, alors que l'Allemagne, bah, ils sont à Ouais. côté, quoi. Donc vous validez votre réponse. Franchement, ouais, Réponse Afrique B, du Sud, Afrique du mais Sud. ça Allez, m'étonnerait, c'est mais votre Afrique du dernier Sud, mot ouais. Et le chat, Ouais. Allemagne, mais pas sûr, selon ce cher Liam. Et ben Liam a bien réussi à trouver Ah ouais. le Ah bon ouais. pays. Effectivement, c'est bien l'Allemagne qui a acheté, qui a reçu et mis en service des 350 en Mais présidentiel. récemment. On a la c'était- photo là qui s'affiche juste au-dessus. Alors ça date d'il y a quelques années.
Ok, quand même. Ah ouais. C'est pas il y a 10 ans quand même, mais voilà. La France, comme vous l'avez dit, c'est bien des A330-300. L'Afrique du Sud, très bonne question, c'était... je crois que c'est du Boeing 777, hein, quelque chose comme Ok. ça. Ok. Et la Chine, c'est un 747 pardon, de Ah ouais, ok. Chinese Eastern qui est récupéré pour le président. Je vois. Comme ça... Pas encore un Comac en avion présidentiel. Non, bah, Je te il demande aurait une pourquoi. range assez petite pour le moment. Il y aurait du turnover à la présidence. Ah, pardon. Quel est le... Alors, prochaine question. C'était l'Allemagne. Bah, bravo au chat, il y avait aussi Quel Thilo à avion 320 qui avait bonne réponse. Il est fort. Quel avion Tom Cruise ne possède pas? On l'a pas déjà eu celle-là. Ah non. Tu recyclerais pas tes questions. Ouais, c'est pour voir si tu suis en fait. Le P51, c'est sûr, on le voit dans Top Gun A, 2. le P51 Mustang. Réponse B, un L39 Albatros. Réponse C, un Gulfstream 4, donc G4. Réponse D, un HA420, donc le Honda Jet. Alors, le P51, on le voit dans Top Gun Ouais. 2 à la fin, parce qu'il voulait absolument faire son film de vacances à la fin, donc voilà. Gulfstream, je l'ai vu récemment Oui. dans Oui, il est venu en Cockpit, il y a eu France. une image. Oui, il est venu Il est en venu en France, il est France. reparti, il y avait des images, donc ça, oui. Ouais, bah après, c'était peut-être pas le sien, c'était peut-être du leasing. Hein. Oui, mais du coup. Ah, on sait jamais les pièges. Hein. Par contre, L39 Albatros, je pense pas, c'est peut-être pas si évident que ça à avoir. en Franchement, tant que ça m'étonnerait pas. particulier. J'ai comme un vieux souvenir d'un Tom Cruise dans un L39 Ah ouais. avant Top Gun 2. Ouais, genre il voulait se la racler. C'était sur un talk show là. Il voulait se la racler en mode regardez comment je suis un pilote. Ok. Et du coup, il avait fait une vidéo, genre c'était Jimmy Fallon ou je sais pas où. Et il était dans un L39. Alors c'est Ça bien me- Jimmy, mais je me souviens plus comment. C'est pas Jimmy Fallon, c'est. Kimmel Oui, c'est ça. C'était Ah, Kimmel. ok. Ouais, peut-être Jimmy Je sais Kimmel, plus ouais. C'est Kimmel. Kimmel, c'est celui qui ressemble chante à un très très jeune Tom Hanks. Non, c'est pas Kimmel. C'est Ok. celui qui est pas mal dans la partie musicale. Il chante beaucoup. Jimmy Fallon. On T'inquiète pourra pas, faire des on- recherches. Jimi on fera Hendrix. nos recherches. Jimi Hendrix. Non plus. Jimmy. J'aurais bien aimé qu'il fasse des talk shows. Oui, ça aurait été. Ouf, ça aurait été. Euh, Je verrais bien juste Tom Ouais, donc Cruise dans Honda un Jet, Honda pour Jet, moi. ça me ferait. Ouais. Mais du coup, moi Honda je dis Jet pour vous L39 deux Albatros plutôt. Honda Jet. Ok, et bah les gars, c'était le L39 Albatros. Pardon Il n'en a pas. En fait, il a bon, deux jets privés. Il l'avait loué Il en faut. pour- P51 Mustang, comme tu l'as dit, dans Top Gun, on le voit. En fait, tu peux le voir dans des Albatros parce que dans la production de Top Gun Maverick, ils ont échelonné, on va dire, les acteurs pour partir d'un Cessna 72 jusqu'à supporter 9G, enfin 7-8G sur un Super Hornet. Donc ils ont commencé sur Cessna 172, ils sont après partis faire de la voltige en extra. Ils sont passés sur L39, donc c'est là où on voit notamment beaucoup d'images qu'il y a eu C'était pour donc la ça. com de Top Gun du L39, et après ils sont passés sur Super Hornet. Ok. Il n'a pas acheté en tout cas de L39 Pas pour le encore, moment, peut-être. mais je pense qu'il passera directement soit au F35 soit au F18. Évidemment. Mais pauvre. voilà, donc pas de L39 pour le moment pour Monsieur Cruise. Ok. Mais il a bien un Gulfstream et c'était bien son Ouais. avion du coup pour. Mm. Ok. Totalement. Alors, Il a fait une prochaine belle collection. question. Il a quand même beaucoup d'argent aussi. Ça. En quelle année a eu lieu le premier vol commercial reliant Paris à Londres? Donc là, c'est un peu plus historique, les pionniers. Ah. Réponse A, 1905. Réponse B, 1912. Réponse C, 1919. Et réponse D, 1926. Ça peut pas être 1905. Blériot, il avait pas encore traversé. Là, je dirais bien 1919. J'aurais bien vu ça. J'aurais pas vu avant la guerre. C'est forcément après-guerre. Ah ouais, mais je dirais bien plutôt 19 que 26. J'aurais bien vu ça très rapide parce qu'il y a peut-être eu quand même beaucoup. Ouais. Passager, pas courrier. Hein. Passager. T'as Air France. Air France est né en 1933, si je me trompe pas. Je sais pas si ça peut aider. mais, C'est validé par la régie. Joris à euh, la technique valide. Merci Joris. et pourtant, je suis pas bon en chiffres. Hein. C'est un pur hasard. Le chat a répondu. Je ne t'influence pas. Pourtant, Mais oui. toi, tu n'as pas choisi encore, Antoine. Tu es influencé. Ah si, moi j'ai déjà dit. Hein. J'avais choisi 19? j'avais choisi 1919. 19 ou 26 Le Ouais, chat ouais. a répondu la B J'ai- ou la C. Ouais, Ok. je voulais dire là, c'est au hasard, Ok. mais en vrai, Bon. c'est un hasard. Tout le monde a juste, c'est bien 1919. Ok. Petite question, est-ce que vous savez d'où il est parti ou pas? Ah, à Paris-Londres. Mais et quel aéroport à Paris? Ah, Mureau ou Bourget C'est tous une noble. Tout seul noble. Oh Ça, là c'est- là. Je c'est connais quel est- même pas. Je connais pas du tout. C'était un Farman Goliath. Ok. Ok. C'était le 8 février 1919. Ok. Ouais, Voilà. pas si On peut longtemps temps après la guerre. Ouais. 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 Après un swap, ouais, ils en ont. Ok.
Ça me choque pas tant que ça. Non, mais ils ont Ouais. pas, je veux dire, ils ont pas attendu quoi. Ouais. Prochaine question. Quel est l'avion à piston ayant enregistré la plus grande vitesse en piqué? Ok. Là, Il y a- c'est... La B, Alors- évidemment, ça me paraît évident. Bah, t'as jamais vu un Cessna passer le mur du son? Tu passes les murs du son tous les week-ends. Alors, on a eu des rapports non officiels de la Seconde Guerre mondiale où il y a eu des pratiquement passages du mur du son avec notamment des P-51. C'est là qu'ils avaient compris qu'il y avait un truc qui se passait à telle vitesse en fait. Moi, je vois pas le Spitfire, je dirais P-51 ou le Skyraider. Le Skyraider, c'était un peu son boulot aussi. Donc, Ouais. et puis il y a eu des cas où il aurait pu. Voilà. Ouais. Allez, je reste sur la D. Mais après, le Skyraider. Je sais pas, ce serait même... J'aimerais bien. Non, P-51, Mustang, ils étaient hauts parce que les escortes de bombardiers, ils étaient hauts. Ouais. Donc ils partaient avec une bonne énergie, tu vois. Ouais, bah, Ouais, c'est mon raisonnement, mais je Ça se dis tient. peut-être de la merde, mais je dirais en tout P51. cas, pas le Spitfire. Le chat, il a... Skyraider, toujours Liam, Toujours très Liam. actif sur Ah. le quiz, attention. Il a mis les chauds, là. L'équipe, Il a mis quoi. les chauds. Donc ça part sur Joris, Skyraider, c'était pas ça. Joris Skyraider misait sur la et A. P51 Mustang. Tu misais sur la A, Joris? Aïe, Ok, aïe, aïe. ok. Et ben Joris ouais. a eu un point malgré sa présence à la régie. Oui, c'est le un Spit Mark Spitfire. 9. Ah, c'est vrai qu'il était lourd. Bah en fait, ouais, c'est assez fou que ça paraît Ok. ce soit un Spit. Donc Mark 9, c'était une version de photo reconnaissance. Il a en piqué, donc au cours de. C'était en 1944, passé Mach 0,96. Ok. Donc Ok. c'est assez rapide, ça fait. Mais dans c'était quel, 1110 km/h. C'était dans les essais en vol, c'était un pilote d'essai. Ah, dans les essais. Ah, carrément. Euh, Ah, oui, pas en opérationnel. Non, et voilà, en piqué, ça c'est arrivé jusqu'à voilà, c'est 1110 km/h. Et il était courageux, le Sachant- poteau. Hein. Ouais. Sachant que voilà, le Mustang allait assez vite, c'est le Mustang qui détient le record de la vitesse moteur à piston, mais en palier. Ouais. C'est le voulu. Ok. Mais voilà, Ok. le Skyraider va aussi vite, mais ça n'a pas dépassé parce qu'il est assez lourd, effectivement. Et le Cessna 150, pas encore, on espère un jour. Encore quelques questions. Ouais, Et il pas reste de encore Robin avec nous quelques DR400. minutes. C'est- On déborde, mais... On est quasiment à la fin, vous en faites pas, mais c'est là où la complexité commence à arriver à un Attention. niveau. Sur quel avion n'a pas volé Arno Prost? Réponse A, l'Alpha Jet. Réponse B, le E3 Sentry. Réponse C, le Rafale B. Ou réponse D, la 400M. Donc on avait En fait... carrière ou en invité Pax? Alors vu que ce que j'ai trouvé, c'est... J'aurais dit invité Pax. Enfin, en fait, c'est les deux mixés. Ok. Honnêtement. Parce Ouais. que voilà. J'ai pas la confirmation à 100% que sur au moins un appareil, il est piloté, enfin il était vraiment pilote dessus. Mais c'est tout. Ah, je discute les donnerai, questions. je donnerai pas, je Ouais. donnerai pas plus Je de... discute les questions. Très investinant, mais Ouais. tu prends le quiz très au sérieux là. Mais Franchement, voilà, c'est un peu pour faire écho à la dernière émission, on avait posé la question pour Sophie Adno, maintenant c'est pour Ok. Arno Prost. Moi, je dirais Alpha Jet. Ok. franchement, Moi, je dirais que ça se joue entre Alpha Jet et Rafale. Mais je dirais Alpha Jet. Antoine, une idée? moi je vais peut-être le E3 Sentry, je ne sais même pas ce que c'est. C'est Ça, la on- Wax. Ah ouais, c'est ok. Ouais. C'est la Oh, Wax, il a c'est bien la dû faire un tour. Ok, bah je vais du coup. Ouais, pas voler en rafale. Quoi c'est pareil, il a été invité une fois. Comme Catherine. Allez, rafale. Rafale, ok. Le chat, une idée? Liam dit le rafale et allez, une autre personne dit le Sentry. Tu y as aidé, Joris? Ok, d'accord. Ok, bon Il bah. part sur quelle réponse le chat? Sur la B, sur la C. Ok. Alors, c'était la réponse D, la 400M. Ok. Ok. Donc non, il a pas fait d'A400M en tout cas. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur ça. Il a bien fait de l'Alpha Jet. Pourquoi? Parce que il a été formé, donc breveté pilote de chasse dans l'armée de l'air et l'espace, formé sur Alpha Jet. Ouais. Même il a fait de l'Alpha Jet à la DGA par la suite. Ok. Il a fait du Rafale puisqu'il a travaillé sur il était ingénieur d'essai chez donc à la DGA sur les Rafales, sur beaucoup de systèmes homme-machine. Il a fait de la wax parce qu'il en fait actuellement en fait. Là il est plus à la DGA, il est revenu dans l'armée de l'air en active. Oui, parce qu'il est à son à de réserve. Avor, Donc, c'est ça. Donc à Avor sur Sentry. Ouais. Et pas d'A400M. Même Pour pas le en moment, en Pax, tout cas. Ok. même pas avec Tom Cruise à l'extérieur. Malheureusement. Pas encore. Il Ça n'était doit- pas au Royaume-Uni à ce moment-là. Donc voilà.
Comme ça, vous avez l'info. Oh, on apprend plein de choses à Vous Alexandre. avez la photo voilà, des 4 Ok. appareils. Je suis désolé, mais je veux pas débunker, mais je vois aucun Arnaud Prost sur aucune des photos. Je suis une fraude, c'est bon, c'est Première révélé wax, au la bout du première jour. fois. J'appelle au quand même. fake là. Ah, désolé, Ça mais en ressemble fait, la très wax, si je dis AWACS, ça peut être aussi un Oui. E2, désolé, mais il faut être pointillé. Dans le- Ouais. J'ai Soit. pas mis E3F, Soit. voyons. Non, je rigole. Dernière question. Aïe, aïe, aïe. Quel était l'avion qui a largué la bombe lors du dernier essai nucléaire français en 1974 Mais Réponse A, c'était un Jaguar A. B, un Mirage 4 N. non. 4A, pardon. Un C, un Mirage 2000 N. Et D, un Vautour 2B. Dernier essai. Alors- Voilà, c'est le dernier largage d'une bombe, en essai français. Faut savoir que si je me trompe pas, et ça peut peut-être nous aider, je travaille en équipe. Ouais, Euh, je prends parce que t'as vu, je suis pas très, Il très bon me semble, sur les questions d'Alexandre. il me semble, et le chat me défoncera si je me trompe, mais que le Mirage 2000 N, enfin BDN, c'est la première génération de Mirage 2000 qui ont été incorporés. Avant le Mirage, Ok. avant le C en fait. T'avais déjà les B, Ouais. en fait. T'avais déjà BDN. Donc, je sais pas quelle année est arrivé le Mirage 2000, mais par contre, c'est possible. En revanche, je trouverais ça un peu fort de café qu'ils fassent des essais nucléaires alors que l'avion est à peine arrivé. C'est. Parce que 74, je suis pas sûr qu'il était déjà complètement là, le 2001. En vrai. Le chat On nous devait aide être un petit peu, Mirage ou 3 là. Liam tente le Jaguar ou le Mirage 4. Donc du coup, ouais, ça nous laisserait Mirage 4 qui avait la capacité nucléaire, donc ça c'est ok. Jaguar A, ça larguait des bombes nucléaires, ça Franchement, franchement, j'aurais bien dit Mirage 4. Mais Parce que franchement, le Jaguar, je le. essayons d'être un petit peu logique. Qu'est-ce que la France en aurait à faire d'un Jaguar nucléaire alors qu'ils ont un Mirage 4 nucléaire? Tu vois? Ouais. Non mais je sais pas, enfin... Bonne question. J'ai- Moi, je peux j'essaie- pas vous tu vois, aider. J'essaye de travailler le truc, tu vois. Après, peut-être Du coup, pour moi, ça serait soit Vautour ou Mirage 4. Ah, j'aurais pas dit Vautour. Du coup, Mirage 4. Non, le. Joris, t'as une idée? J'ai vu la réponse. Ah, bon. Mais le malheureusement. Mirage 4, il est tellement majestueux, c'est forcément Allez. le Mirage 4. Et Alexandre, le il chat, adore le beaucoup chat. trop les mirages pour. Liam tente le Jaguar. Ok. Ah, il a sûrement regardé sur internet. Ben, Liam, Je suis sûr qu'il Liam triche. triche, je te le dis. Liam triche. Je te le dis, c'était bien un Jaguar. Ah ouais. Oui, Ah ouais. le Jaguar, c'était une AN52, la bombe. Donc, c'est pour, en fait, le Jaguar avait l'emport d'une bombe tactique. C'est vraiment pas dans les forces aériennes stratégiques, c'est vraiment Ok. tactique. Ouais. Là, c'était vraiment donc en 1974 dans les essais Maquis, le nom de l'essai. Voilà. Maquis comme le maquis Corse. de la résistance. Ouais. Ouais, C'est pas le C'est même le- Maquis, mais... Oui, Donc c'était le nom de l'essai, Ok. voilà. Donc premier essai Gerboise, on connaît tous. Jaguar, donc qui 74. avait la capacité au moins de l'emporter la bombe nucléaire, ça n'a jamais été utilisé Ah dans ouais. les forces aériennes stratégiques. Ok. C'est bien comme tu le disais, le Mirage 4A qui lui était Ok. après la prise de permanence la posture de dissuasion nucléaire Mhm. française. Le Mirage 2000 N aussi pris cette relève. tu sais en quelle année? Du coup, alors, ça m'intéresse. On peut regarder Le chat. Alors, pour revenir sur- Attends, non mais il y a sur, Liam qui google là. L'histoire du 2000, le 2000 a d'abord été fait sous la version monoplace du 2000C. Donc la Ah ouais, version c'était le C d'abord. donc les protos c'était le Mirage 2000 01 puis 02 qui était basé sur des versions un peu proches du C monoplace. Mhm. On a après une version B biplace en proto qui est venue. C'est rentré, ça a été incorporé dans l'armée de l'air Ok. début des années 70 sur le 2000C en premier. Il a On a pas eu de le- note. Hein. Non, Juste mais- le Mirage, c'est 2 têtes. Hein. Pour Ah Alexandre, non mais je c'est te bon. j'aurais juré que le Le BDN 2000 était en N est premier. arrivé un peu après, donc il était Ok. pour faire l'attaque basse On l'a perdu, altitude. là. Ça sera une chronique, vous en faites pas, je vais vite, mais C'était les Muds, c'était exactement. voilà. Donc, la première version n'emportait que, il me semble, la dissuasion nucléaire. Puis après, ça a incorporé. Pour le N. Oui, exactement. après le ils K2, sont c'était devenus des bombes, D10, puis des quoi. roquettes, puis voilà. Donc le N était capable, un cockpit très proche de celui du 2000C. Juste, il est biplace et il a la capacité d'emport de l'arme nucléaire. Le 2000D, c'est un remplaçant, on va dire, aux capacités du 2000N qui théoriquement peut aussi emporter l'arme nucléaire. Alors, on n'a jamais pris la posture, mais était là plus vraiment pour faire. Il avait un nouveau système de radar de terrain.
donc Le pour suivi faire de du terrain, suivi de terrain, et les systèmes qui vont avec, des leurres sur le dos, enfin bref. Mm. Le Mirage 2000D est assez récent, il y a eu même une rénovation mi-vie il n'y a pas très longtemps, et c'est pour ça qu'en fait l'évolution va du C, B, N, puis il y a le D et le -5, à peu près à la même période. Ok. donc voilà, c'est à peu près l'histoire du J'aurais vu Bon, il a fait la chronique sur quasiment, Miral, Alexandre, quasiment c'est tout bon. l'inverse. Mais non, mais c'est génial, les Mirages 2000, ils sont incroyables. Ouais. C'est quand même le meilleur avion au monde. Et ben voilà, c'était ma dernière question. Merci Merci d'avoir beaucoup. répondu, merci au chat. L'activité de Liam aujourd'hui, Exactement. c'était extraordinaire. On a Soisan qui nous dit que le premier largage de bombes nucléaires sur Mirage 4A, c'était le numéro 9 lors de l'opération Tamouré. Voilà, complété. Tabouré Tamouré. Tamouré, ah Ouais. oui. C'était la fatigue de dans, fin dans le d'émission. Pacifique. Je prononce mal. Non, mais Maki, moi je pensais au sushi, enfin, ça part n'importe où. Ok. Et ben écoute, après ce quiz, on a encore quelques minutes. Je propose de passer au Fast and Curious de l'invité, les Exactement. recommandations, et puis on aura fait une belle émission en ta compagnie, Vincent. Fast and Curious, Ouais. c'est parti. Ok. Est-ce que Ok. tu te sens prêt Ah bah oui. Pour faire simple, on va te proposer un dilemme, tu choisis une des deux. Mm. Pas besoin d'argumenter, alors si tu veux faire un ou deux Non, mots, non, n'hésite t'inquiète, pas. cette fois je ferai pas long. Et voilà. Are you ready? Ouais. Aviation spatiale. Ah, Ça commence fort. Putain, tu commences fort. pas Spatial. Ok. Microsoft Flight Simulator ou Kerbal Space Program 2? Microsoft Flight Simulator. DCS ou Flight Simulator? Microsoft Flight Simulator. Toulouse Matadio ou le CNES? Le CNES. Cross ou vol rando? Cross. Faire les oreilles ou faire secours? C'est plutôt évident, faire les oreilles. Ariane 6 ou Starliner? Ah, c'est une Atlas 5, le Starliner, donc un Starliner. Rafale ou Mirage 2000? Bah, à ton avis, Mirage 2000. Parapente ou extra de l'EVA? Oh, t'es bâtard. Oh, t'es bâtard. Parapente, parce que ça coûte moins cher à l'heure de vol. Musée de l'air de l'espace ou planétarium de Vaux-en-Velin? Musée de l'air et de l'espace. Buzz Aldrin ou Neil Armstrong? Neil Armstrong. ESA ou NASA? NASA. Rafale solo display ou équipe voltige de l'armée de l'air? Équipe de voltige de l'armée de l'air. Kerbal Space Program 1 ou Kerbal Space Program 2? Kerbal Space Program 2. Eh ben, écoute, merci pour avoir répondu à Du toutes tac au tac, là, les franchement, questions. des fois, il y a toujours l'envie de compléter un petit peu la réponse. Ouais, Là, ouais. tu es vraiment Il est rodé, nickel. il est rodé. Parfait. Et ben écoute, merci pour ce petit format court type Fast and Curious. On passe pour clôturer l'émission. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. On arrive quasiment à 1h40 d'émission. Donc Désolé. un petit tour de table. Non mais c'était très bien. C'était très intéressant. Tous les sujets sur lesquels on a pu échanger. Donc je vous propose un petit tour des recommandations. Alexandre, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as à nous conseiller pour cette semaine? Et ben pour cette semaine, j'ai choisi The Blue Angels, qui est un documentaire sur Prime Video qui est arrivé assez récemment, produit par des personnes quand même un peu connues pour ceux qui ont adoré notamment Top Gun Maverick. Donc on retrouve Glenn Powell qui joue Hangman, qui produit notamment le show. Il y a Gigi Abrams. Voilà, donc un bon crew qui montre le quotidien et comment la patrouille acrobatique de l'US Navy procède tout au long de leurs entraînements. Il y a des magnifiques images, ils font des ralentis avec du 1000 FPS, enfin 1000 frames par seconde. C'est vraiment de belles images, honnêtement. Pour ceux qui ont vu Top Gun, c'est toujours dans la continuité du Super Hornet, donc n'hésitez surtout pas, c'est disponible sur Prime Video. Merci Alexandre. Vincent, une petite recommandation? Alors pour moi, ce serait Pilote de choix. Ok. Je ne sais pas où on peut le trouver, mais débrouillez-vous, trouvez-le. Vraiment, trouvez Pilote de choix. C'est un film des années 90 qui est incroyable. En anglais, je crois que c'est The Tuskegee Airmen, les aviateurs de Tuskegee, qui parlent donc des Red Tails, donc de ces Afro-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une fiction, donc là, toi, c'était plutôt documentaire, moi, c'est plutôt fiction. Mais fiction inspirée d'une histoire vraie, bien sûr, celle des pilotes afro-américains qui se sont battus sur le front africain, méditerranéen et européen par la suite. Il y a notamment Laurence Fishburne qui joue dedans, qui joue Morpheus dans Matrix, mais c'était pas Morpheus, c'était Morpheus 10 ans avant, quoi. Et vraiment, film incroyable, très humain. Vous attendez pas à des grandes batailles spectaculaires, c'est pas le but, parce que les Red Tails, c'est pas cet esprit-là. Et vous allez comprendre
beaucoup d'un pan de l'histoire américaine aussi derrière ça, autour de la ségrégation, etc. Donc c'est super intéressant. Et c'est peut-être un petit peu utile de le regarder en ce moment. Donc pilote de choix à trouver où on peut sur internet. Ah, débrouillez-vous, mais trouvez-le, vous allez vraiment pas le regretter. Ta petite recommandation, Antoine? Eh ben écoute, moi je vais recommander un livre, donc le Grand Atlas du climat. Donc c'est un livre, la couverture s'affiche. Donc toujours pareil un petit peu dans les livres par le monde. Donc ils le décrivent dans la description comme panorama des phénomènes climatiques et météorologiques. Et c'est vrai que c'est un très beau livre pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la météo et qui veulent aller plus loin dans la compréhension de tout ce qu'on peut avoir sur Terre. Que ce soit des phénomènes le plus fréquent, le quotidien, les phénomènes très rares, les phénomènes à la fois très spectaculaires, les plus puissants. Voilà, un super livre très bien illustré et qui permet de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe, quelles sont les grandes tendances aussi, les évolutions du climat actuellement. Donc c'est un petit peu l'ensemble parce que même dans la presse on a tendance à beaucoup confondre climat, météo, oui. C'est des choses qui sont parfois un petit peu confuses. Là c'est l'occasion d'avoir des très belles images de beaux phénomènes météo pour tous ceux que ça intéresse et en plus de remettre un petit peu au clair tout ça et d'avoir une vision un petit peu long terme. Et ils expliquent comment sont faites les choses pour l'étude du climat? Oui, un petit peu, ils reprennent la base. Ça va pas être le b.a.-ba de la météo, ils vont aller prendre mais oui, il y a cette vision d'ensemble du climat. Avec comment les scientifiques étudient, par quels moyens ils étudient. Alors, je suis pas arrivé au bout. C'est récent. T'as pas tout. Oh, tu recommandes, tu l'as pas lu. On peut pas préparer les émissions et le lire en entier. Incroyable. Non, mais donc je vous laisse aller le lire pour avoir tous les détails. Je m'engage pas. Mais de ce que j'ai commencé à voir, oui, c'est vraiment suffisamment détaillé en tout cas. Ouais, parce qu'il y a plein de choses super intéressantes. Bah, pas que les satellites, mais tu vois, tu sais, les avions de la NOAA, qui vont dans les ouragans, mais ils sont malades, mais c'est incroyable. Ouais. C'est vraiment des sujets super intéressants. Ouais. Voilà, pour tous ceux qui aiment bien la météo. Moi, donc voilà, je l'ai eu il y a très peu de temps, ça me passionne. Pas encore eu le temps de le feuilleter complètement. Mais le peu, ça me suffit à vous le recommander. Bah écoutez, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci Vincent, merci Alexandre pour cette belle émission. Ravi d'avoir pu en apprendre plus sur merci à toi, Antoine. Cette belle interview, très complète. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, on publiera des petits extraits de cette interview. Suivez donc Vincent avec tous les vidéos de l'été, la saga de l'été, les 3 vidéos à venir. Le futur livre, donc voilà, mais aussi Instagram, les réseaux, Twitch, voilà, bref, n'hésitez pas. Et pour nous, on se retrouve donc très très prochainement, puisque dans 2 jours, on se retrouve au même endroit, à la même heure, à 20h, avec Frédéric Masson du CNES pour une nouvelle émission spatiale, en particulier sur Ariane 6, puisqu'il est ingénieur sur propulsion liquide Ariane 6. Donc voilà, je vous invite à nous retrouver dans 2 jours. Et oui, on ne dort pas là au Club de France, mais presque. Et un grand merci à Joris qui était à la technique aujourd'hui. Un merci à Nico qui a aidé à la préparation avec Liam. Et toutes les équipes qui nous soutiennent, nos familles, à l'Aéroclub de France. Et Cécilia qui est prêt. Merci à Thibaut aussi qui a été très sage. Oui, il a bien dormi. Et Pionce, ouais. Voilà. Bon. Merci à tous et bonne soirée.